Bonsoir et merci de nous retrouver sur ce plateau spécial. Il y a 3 ans, les Burkinabés s'insurgeaient contre le projet de modification de l'article 37 de la Constitution, mettant ici fin au régime du président Blaise Compaoré. Il y a eu des morts, plus d'une vingtaine. Ce 31 octobre, jour anniversaire de l'insurrection, un mot-clé, la justice. Elle est toujours attendue. Pourquoi tarde-t-elle tant à venir? C'est de cela que nous parlons sur ce plateau avec des invités. Nous avons Maître Bativier Benao, avocat. Il a conduit la commission d'enquête sur l'insurrection populaire. Bonsoir, merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, bonsoir. Avec nous également M. Jean-Christophe Lompo, qui est de la coordination des associations des parents des victimes et des blessés. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Sur ce plateau également, Maître Prosper Farama, avocat, il est là au nom du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Bonsoir. Bonsoir. Quatrième invité sur ce plateau, M. Hippolyte Domboué, il est membre du bureau politique national du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, parti au pouvoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci, bonsoir. Et tout de suite, on plante le décor avec ce petit point dressé par Kwame Hervé Dapa sur le dossier judiciaire. Jour pour jour après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 qui aura occasionné une vingtaine de morts et plus de 600 blessés, une seule question est sur les lèvres. Où en est le dossier judiciaire? Si on s'en réfère au tout dernier communiqué du procureur du Faso, 17 personnes ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt pour tentative de meurtre, assassinat, coups et blessures volontaires. Elles ont été interrogées au fond et 40 témoins ont été auditionnés. Maïsa Sérémé révèle également dans son communiqué que les juges d'instruction devraient se rendre au Canada pour entendre l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida, numéro 2 du RSP, régiment de sécurité présidentielle, au moment des faits. Le constat est clair, l'instruction du dossier sur l'insurrection populaire peine à avancer. Pourtant, une commission d'enquête indépendante sur les crimes commis lors de l'insurrection a été mise sur pied. Elle a produit un rapport dans lequel elle a cité nommément ceux qui auraient pu être les organisateurs, les donneurs d'ordre et les exécutants au cours des événements des 30 et 31 octobre 2014. Toutes ces informations et ces noms de civils et militaires livrés par la commission d'enquête indépendante n'auront pas eu pour autant d'impact réel sur l'avancée du dossier. Qu'est-ce qui est donc à l'origine du blocage constaté et qui retarderait le procès? Seul, Madame le procureur peut l'expliquer. Il faut rappeler que dans cette affaire, un début du procès avait été entamé en mai dernier devant la Haute Cour de justice, celui des membres du gouvernement pendant les événements. Mais les avocats de la défense ont saisi le Conseil constitutionnel. Celui-ci leur donnera raison sur l'inconstitutionnalité avérée d'un des articles mis en cause dans la loi en question. Le Parlement va statuer sur ces lois afin de lever les blocages. Depuis, plus rien. Pas de procès. Les victimes, les parents des victimes et les associations attendent toujours que justice leur soit rendue. La justice toujours attendue, donc pas d'avancée. La justice, on peut le dire, va-t-elle à son rythme, Maître Benao? Est-ce qu'il faut le voir comme ça? Alors, est-ce que la justice va à son rythme? Il est peut-être difficile de répondre à cette question de façon tout à fait catégorique parce qu'il y a des règles de procédure qui, j'allais dire, commandent le travail des juges. De façon globale, on le sait. Alors, indépendamment de ça, si on revient justement donc à ce genre de dossier comme le dossier de l'insurrection populaire, comme on l'a dénommé tantôt dans le documentaire et depuis très longtemps, il y a beaucoup d'autres paramètres en réalité qui rentrent en ligne de compte, notamment par rapport donc aux dispositions, de mon point de vue, qui n'ont pas été prises au moment donc de la commission des faits et dans les temps voisins qui ont suivi la commission des faits en tant que telle, de telle sorte que plus le temps passe, plus effectivement cela crée une sorte de lourdeur au niveau donc surtout des victimes, parce que vous savez le procès pénal vise à donner la parole à la victime pour rétablir une sorte d'équilibre. C'est comme si on a fermé la bouche de quelqu'un pendant donc des années et des années. Et donc pour moi, en justice, tant qu'on va à 1, 2, 3 ans et plus
justement dans le traitement d'un dossier ou dans la gestion d'un dossier, cela pose toujours problème en tant que tel. Évidemment, en le disant, je ne dis pas qu'il faut une justice expéditive qui va par-delà justement donc les règles, par-delà donc la vérité de certains faits pour tout de suite préjuger sur la base d'un certain nombre d'éléments. Vous parlez de préalable justement. On a pu penser à l'époque qu'il fallait très rapidement après les faits, même pour l'inhumation des victimes, il fallait faire des autopsies, etc. Mais après, le ministre de la Justice l'a reconnu, dans le cadre de ce 3e anniversaire de l'insurrection, que votre commission est venue quand même baliser le terrain pour permettre aux juges de pouvoir avancer très rapidement. Est-ce qu'effectivement on peut dire que votre commission, les résultats permettent effectivement d'aller très vite? C'est ce que je pense, parce que pour ne pas trahir un secret, lorsque nous travaillions au niveau de la commission, et lorsque par la suite nous avons déposé le rapport, nous avons pu constater par exemple au moment donc des enquêtes que aucun des blessés, pour ne pas dire la plupart des blessés, n'avaient même pas de certificats médicaux pouvant justifier donc des blessures dont ils ont été victimes. Ça c'est un. Le deux, nous avons vu par exemple que la plupart de ceux qui sont décédés, il n'y avait même pas eu donc de certificat de décès qui a été établi par les autorités en place au moment des faits. Et pour ceux qui avaient des actes de décès, c'était des actes de décès erronés, parce que les dates qui étaient mentionnées étaient des dates tout à fait erronées, je ne sais vraiment pas pourquoi, en tant que telles. Jusqu'à ce que nous finissions, et beaucoup de blessés peuvent en témoigner, nous avons demandé à certains centres de santé de nous faire parvenir, donc par des réquisitions que nous avons faites, les actes, donc notamment les certificats médicaux et autres, afin qu'on puisse faciliter non seulement la production de ces documents devant le juge, mais aussi qu'on puisse permettre à ces blessés-là de pouvoir voir dans quelle mesure elles pourraient obtenir éventuellement des provisions en vue donc d'assurer certains soins pour certains d'entre eux. Alors donc, cela me fait dire que si un juge n'a même pas dans son dossier un acte de décès, lui il enquête sur quoi finalement en tant que tel? Alors donc, je crois que ça pose beaucoup plus de problèmes organisationnels, de mon point de vue, qui incombent au pouvoir politique. Et si on a l'occasion, on reviendra justement donc là-dessus pour voir est-ce qu'au niveau politique, les gens ont vraiment mouillé le maillot entre griffes, si je puis le dire, ou est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils devraient faire en tant que tel, et que c'est le judiciaire qui finalement donc n'a pas pu le faire, mais que ce soit judiciaire, exécutif ou parlement, je pense que l'ensemble donc de tous ces acteurs-là constituent des acteurs étatiques. Et en définitive, cela demande également une vision donc de la gestion de ces dossiers-là pour qu'on puisse faire en sorte qu'il y ait une gestion harmonieuse qui puisse satisfaire tout le monde en tant que tel. Alors, voilà un peu ce que je peux dire pour le moment par rapport donc à cette question. Maître Farama, on peut dire là c'est un dossier quand même qui... C'est quand même un cas d'école. On se retrouve dans une situation où la matière, peut-être dès le départ, les préalables n'ont pas suffisamment été balisés. C'est peut-être cela qui fait aujourd'hui qu'on a l'impression que tout est lourd. Non, ce n'est pas une impression, c'est un constat. Je pense que, déjà, pour revenir à la première question que vous avez posée, à mon avis, il faudrait la reformuler. Parce qu'il est un constat aujourd'hui que, clairement, ce n'est pas une question de rythme de la justice. La question fondamentale qu'il faut se poser, c'est pourquoi rien n'a été fait dès les premiers instants pour que justice soit rendue dans cette affaire. Parce qu'il est clair que rien n'a été fait. Et ça, c'est les faits qui parlent par eux-mêmes. Premier constat, pour parler de la commission que a présidé mon confrère ici, Maître Benao, elle a été mise sur pied, si ma mémoire est bonne, au minimum 1 an au moins après les faits. Expliquez-moi, en tant que Burkinabé, comment on peut dire que nous avons des martyrs qui sont allés au champ d'honneur, qui sont tombés au nom de la République, au nom de tous les citoyens, et qu'on attend 1 année après pour mettre sur pied une commission pour enquêter sur les causes de leur décès. Ça devient difficile d'avoir... C'est pas une question de difficile. Moi, je vous le dis, si vous voulez mon opinion, ça a été fait à dessein. C'est clair. À dessein? Oui. Si vous me laissiez expliquer, vous comprendrez pourquoi je l'ai dit. Quand vous lisez aujourd'hui le contenu du rapport de la commission, il est clairement établi que certains acteurs de la transition sont mis en cause dans le cadre, on va dire, des décès qui ont eu lieu lors donc de l'insurrection. Il est évident que, ayant été aux affaires, on peut raisonnablement comprendre que politiquement, ils n'avaient aucun intérêt à ce que l'accent soit mis sur ce dossier. Et là, vous allez d'ailleurs remarquer le paradoxe, le dossier sur le push est allé plus vite que le dossier sur l'insurrection, qui est l'acte fondateur même, on va dire, de l'insurrection, de la révolution burkinabé. Bon, ça vous permet de comprendre. Deuxièmement, je vous dis que ça a été fait à dessein. Pourquoi? L'un des acteurs majeurs de cette période, qui est le général Zida, moi je rigole aujourd'hui quand on me dit qu'on ira au Canada pour l'entendre, mais c'est assez amusant dans ce pays. Vous avez quelqu'un qui est un
un acteur principal dans des faits donnés, il est dans son pays, c'est en général, il a l'autorisation de quitter son pays, d'aller au Canada, de renouveler ses autorisations. Et puis, après, on dit, oh, mais attendez, oui, on cherche Sida, où est-il? Il est au Canada. Ah ben, il est difficile de l'avoir. Oui, on va amener une commission pour aller le chercher. Parce qu'il y a plusieurs correspondances, il n'a pas répondu. Oui, mais comment se fait-il d'abord qu'il a pu quitter le pays? Il y a tellement de choses incroyables et invraisemblables dans ce pays. Vous pensez qu'on quitte un pays comme ça en étant en général sans qu'on ait l'onction des autorités militaires supérieures ou politiques de la place? Si. Est-ce que vous allez me dire que de façon consciente, personne dans ce pays-là n'a pensé que la situation étant ce qu'elle était, il était bon que tous les acteurs qui étaient impliqués d'une façon ou d'une autre dans ces faits-là soient gardés en l'état sur place et que les enquêtes soient menées le plus tôt possible et qu'après, bon, en fonction des implications des uns et des autres, on accorde des permissions. Bon, écoutez, moi j'aime bien dire, hein, on n'est pas des nez percés. Alors, Monsieur Domboué, est-ce que effectivement la politique n'a pas pris le dessus effectivement juste après l'insurrection par rapport à cette question judiciaire? On a comme l'impression que juste après l'insurrection, on est passé à autre chose, préoccupé par les élections, si bien qu'on a rangé la justice dans le tiroir pour après se rendre compte après qu'il aurait fallu commencer très tôt. Non, il faut apprécier la chose autrement, parce que je dis que tel que Maître l'a développé, je viens de croire. Il faut le dire, l'insurrection, nous l'avons qualifiée de révolution inachevée. Au lendemain du 1er novembre, nous avons fait une conférence de presse et nous avons dit que c'était une révolution inachevée. Ça veut dire que les forces politiques qui étaient au sein de ces forces n'ont pas effectivement développé une stratégie organisationnelle à même de contrôler effectivement l'aboutissement de l'insurrection. Ce qui fait que les forces politiques ont été débordées par les forces militaires. Et le 1er novembre, si vous avez suivi et vous étiez là à la conférence de presse, j'ai été clair. Nous avons été les premiers à demander à ce que les militaires puissent se mettre effectivement à la disposition de notre peuple. Et nous avons demandé le retrait des militaires le 1er novembre, à 9h précisément. Nous avons fait la conférence de presse, nous avons demandé le retrait. Ce qui a effectivement amené des forces après de se réorganiser pour que le JIDA qui avait effectivement usurpé la direction de la lutte puisse effectivement revenir au Premier ministère. Mais étant donné qu'il y avait plusieurs forces composantes, le CFOP étant lui-même débordé, il n'a plus effectivement à organiser. Et je vous dis, le 1er novembre, je vais demander ce jour à ce que le CFOP puisse effectivement prendre la direction de la lutte pour effectivement faire des propositions concrètes. C'est parce que c'est là qu'effectivement on a abouti et récupéré la direction de la lutte. Nous avons été dévotés par l'armée. Au regard donc des défauts organisationnels et des défauts de conscience de certains éléments acteurs de l'insurrection qui ont effectivement participé avec l'insurrection. Donc, il fallait faire avec. Comme maintenant, il fallait reconnaître les forces. C'est ce qui fait qu'effectivement, nous avons dit, mieux pour nous, et en plus, quand vous avez les militaires ont pris le pouvoir, ils ont suspendu la Constitution. Nous sommes de ceux qui avons demandé à ce qu'on rétablisse rapidement la Constitution pour effectivement de remettre les mécanismes de droit. Ce qui a été fait. Étant donné que les mécanismes de droit ont été rétablis, il fallait maintenant aller vers des élections rapidement pour éviter que notre pays qui a été dirigé depuis 1966 par les militaires puisse effectivement écarter les militaires par des voies démocratiques. Ce qui a été fait. Nous avons préconisé effectivement qu'on puisse aller vers l'état de droit. L'état de droit a ses règles et il les connaît, c'est des hommes de droit. Mais si nous étions dans la dynamique d'une révolution, je peux vous dire, et que nous avons effectivement des forces organisationnelles avec la direction de la lutte pour faire une révolution claire et nette, je pense qu'effectivement, dans cette dynamique, il y aura autre voies qui vont faire des juridictions et aller être plus vite. Mais toute cette composite, il fallait effectivement devenir aujourd'hui dans l'état de droit et nous pensons que la dynamique est engagée et tous ceux qui sont impliqués dans quoi que ce soit dans ce dossier vont répondre. Alors, Monsieur Lompo, est-ce que effectivement toutes ces questions soulevées là, le fait qu'on ait attendu un an après pratiquement pour parler de justice, pour mettre en place une commission, est-ce qu'à l'époque vous y avez pensé? Est-ce que dès les lendemains de l'insurrection, tout de suite, vous avez attiré l'attention des autorités sur le fait qu'attention, il faut tout de suite aller sur ce dossier judiciaire, sinon on pourrait perdre des preuves, par exemple? Effectivement, dès le lendemain de l'insurrection, les familles des martyrs et les blessés de l'insurrection ont essayé de s'approcher aux autorités en place. À l'époque, c'était le ministre de l'administration, Auguste Denis Bahari, et qui avait dit qu'ils allaient mettre en place une commission qui allait essayer de regrouper les blessés, les familles des martyrs, pour essayer de commencer à mettre en place une instruction, voilà, pour instruire les dossiers.
Malheureusement, une année après que la commission d'enquête a vu le jour, et lorsqu'on a appelé les blessés et les familles des martyrs, quand nous sommes arrivés, bon, les gens n'avaient pas de certificats médicaux. Ça, ce n'était pas la faute des blessés. Et ils nous ont demandé d'aller à l'hôpital Yalgado pour chercher ces certificats médicaux-là. Vous connaissez la lourdeur administrative. Arrivé à l'hôpital Yalgado, il y avait des blessés. Souvent, tu sais même comme médecin, on te dit qu'il n'est pas actuellement à Ouagadougou, qu'il est en Europe. Voilà. Tout cela a posé comme problème. Et pour avoir le certificat médical, il fallait fournir la somme de 10 000 francs pour entrer en possession du certificat médical. Heureusement, beaucoup ont pu se débrouiller avec l'aide de leur famille, voilà, pour pouvoir entrer en possession de ces certificats. Et pourtant, la solidarité s'était manifestée aussi à l'époque en termes de soutien financier. Effectivement. Une année après, quand nous avons posé la question au directeur de l'hôpital Yalgado, il nous a dit qu'il n'y avait plus un sou au niveau du truc. Pourtant, à l'époque, il y avait 60 millions de francs CFA qui avaient été décaissés par les différents donateurs. Voilà. Malheureusement, au moment des faits, quand nous sommes partis en 2015, on nous a fait savoir qu'il n'y avait plus un rond. Donc, il a fallu maintenant que les blessés et les familles, voilà, cherchent ces trucs-là pour pouvoir rentrer en possession de ces documents administratifs. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut trouver certains blessés ou bien certaines familles de martyrs qui avaient un problème pour entrer en possession du certificat. Il y a aussi ces victimes enterrées sans autopsie, etc., qui avaient pourtant des balles. Sans autopsie. Effectivement, nous avons déploré le fait parce qu'à l'époque, on nous avait fait savoir que ils allaient effectivement faire l'autopsie de nos martyrs. Malheureusement, après une décision de l'autorité, venait encore infirmer ce qu'il avait dit et demander aux familles d'aller enterrer leurs morts. Du coup, on complique la tâche aujourd'hui. Maître Faraman, c'est cela la réalité aujourd'hui. Il y a eu des décisions effectivement de l'autorité politique à l'époque. Vous le dites, c'est à dessein, à votre avis? Absolument, et ça me permet de rebondir. Ça me permettait de rebondir sur quand même ce qu'a dit mon frère Hippolyte, hein, parce que là, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'abord, il faut que nous rétablissons la vérité de l'histoire. Hein. Il semble que nous ayons été débordés lors de l'insurrection par l'aile militaire. Il n'y avait aucune aile militaire dans l'insurrection. L'insurrection était dirigée justement contre les forces rétrogrades militaires qui étaient en place. La réalité, c'est que il y a eu, et ça, oui, j'en conviens avec lui, des forces qui sont allées chercher les militaires. Pour les instituer, pour leur conférer le pouvoir. Et c'est que les militaires même ont dit, ils ont dit qu'il y a les organisations, La société civile? Non, ils n'ont pas dit la société civile. Les forces vives. C'est les forces vives qui sont venues les approcher pour leur conférer le pouvoir. Bon, il ne faut pas dire aujourd'hui alors que on a été débordé. Et deuxièmement, moi je ne comprends pas une chose par rapport au MPP. Bon, d'abord, il parle d'une prise de position, d'une conférence de presse qui a été animée à l'époque par le MPP, c'est ça? Ah, c'était pas MPP, vous n'étiez pas MPP à cette époque-là. Et précisez-le, parce que là, vous êtes en tant que MPP aujourd'hui. Ce que je veux dire, pour moi, non. Le MPP ne peut pas dire cela. C'est pas vrai. Le MPP a été partie prenante au gouvernement. Comment ça s'est appelé à l'époque? Le gouvernement de la transition, c'était quoi? Il y a eu une coalition large qui est allée au gouvernement. Et qui a dirigé. Toutes les forces qui ont été à ce gouvernement ont pris des décisions de façon collégiale et collective. Donc les décisions qui ont été prises les engagent en totalité. Personne ne peut se dédouaner de ces décisions-là si à l'époque personne n'a démissionné de ce gouvernement. Et je ne me souviens pas que le MPP à l'époque, de ma mémoire, soit sorti pour nous dire nous avons des problèmes avec les militaires parce que nous avons demandé à ce que justice soit faite dans cette affaire le plus tôt possible, que les responsabilités soient situées et que nous n'avons pas été écoutés. Donc par conséquent, écoutez, nous prenons nos responsabilités pour partir. Deuxièmement, Zida n'est pas parti sous la transition. Il est parti sous le régime, comme il dit, démocratique du MPP. Les autorisations, si ma mémoire est bonne, ont été données par les pouvoirs actuels. Bon, donc, ce qu'on vient de dire aujourd'hui, il faut se rassurer. Tous ceux qui sont impliqués vont être entendus. Bon, moi je veux bien. Mais je rappelle déjà qu'il y a un certain temps de cela, la procureure Maïsa avait dit qu'ils avaient même des difficultés à faire comparaître des généraux qui refusaient d'obtempérer à l'ordre de la justice. Je n'ai pas entendu le pouvoir du MPP nous dire que ce n'est pas possible dans un état de droit, puisque c'est de cela que parle mon ami Hippolyte, et que donc des dispositions devaient être prises pour que des généraux
et il ne s'agissait pas seulement des IDA. Je pense qu'il y avait le chef d'état-major général des armées lui-même de l'époque, Zagré, qui jusqu'aujourd'hui, à ma connaissance, n'a jamais comparu. Et même qu'il a été nommé, c'est ça, vous l'avez nommé ambassadeur. Et puis vous nous dites aujourd'hui, oui, ne vous inquiétez pas, tout sera fait pour que ces personnes-là soient entendues. Bon, moi je vous crois sur parole, pourvu que ce soit fait le plus tôt possible. Que ce soit depuis la transition jusqu'à maintenant, le politique, malheureusement... Non, je tiens à rectifier que le MPP n'a jamais nommé Isaac Djidah comme ambassadeur. Mais ce n'était pas Isaac, on dit Zagré. D'accord. Ok, d'accord. Vous ne l'avez pas nommé, lui Vous l'avez pas nommé? Nous l'avons nommé. Ah, d'accord. Nous l'avons nommé comme général. Oui, comme ambassadeur. Voilà. Tout à fait. Nous avons nos raisons. Le chef d'État qui l'a nommé a ses raisons. Ok, la diplomatie revient au chef d'État. C'est son prérogative. Mais je peux vous dire, Maître, il raisonne. En tant que politique, un parti politique, c'est question de tactique et de stratégie. Il faut qu'on le comprenne, c'est là bien. C'est pour ça qu'on a dit que vous avez privilégié la politique au détriment de la justice. J'ai dit, le CFOP est une force composite. Ceux qui ont mené la lutte au niveau du CFOP, Maître, il parle. Il sait bien que le CFOP est une force composite, composée des libéraux et des forces de gauche. Mais nous avons engagé une bataille. On aurait voulu entendre, par exemple, le MPP se démarquer pour dénoncer des faits. Dans la tactique du MPP, pour nous, en tant que parti naissant, l'objectif était la conquête et la gestion du pouvoir d'État. Donc ça primait sur le judiciaire. Pour voir qu'est-ce que le judiciaire, c'est quoi? C'est le prolongement de la politique. D'accord. Quand vous prenez le judiciaire, c'est le prolongement de la politique. Transformer le droit, le politique, en droit. Et le faire obéir. Pour pouvoir effectivement avoir les éléments, les forces effectivement pour appliquer le droit sur effectivement des éléments qui ont fait une usurpation dans notre insurrection. Il fallait effectivement que le MPP puisse effectivement avoir les leviers du pouvoir. Donc sous la transition, vous n'avez pas... Sous les tenants, on n'avait pas tous les leviers du pouvoir. Nous n'avons pas, nous n'étions pas au pouvoir. Nous faisions partie du pouvoir. Nous avons seulement qu'un seul ministre dans le gouvernement. Comment voulez-vous que dans un seul ministre, on puisse effectivement influencer sur le cours de l'histoire? C'est expliqué, Michel, qui représente le gouvernement. Nous disons que d'abord, la priorité pour nous, effectivement, de récupérer d'abord la tactique était d'abord d'aller vite aux élections. Mettre l'accent sur l'organisation, notre structuration du parti et remporter le pouvoir. Maintenant que nous sommes au pouvoir, il nous revient effectivement de diligenter les affaires de l'État. Là, maintenant, si les dossiers traînent, ça c'est de notre prérogative. Okay. Mais sous la transition, on ne peut pas effectivement dire que c'est notre responsabilité. Maître Benao, vous convenez donc que le politique a été pour beaucoup dans cette lourde depuis la transition jusqu'à aujourd'hui, tel que ça, on l'explique là. Oui, nous l'avons dit, et je crois que la Commission a relevé cela dans son rapport. Ça, c'est quand même très clair. Ce que Farama a dit entre-temps, par rapport donc à la mère du politique, où il dit que c'était fait exprès, il n'a pas tort, parce que la ministre Joséphine Ouédraogo, sous la transition, sur une radio de la place, au cours d'une émission un dimanche, a dit clairement que, en fait, ce qui fait que le dossier de l'insurrection, depuis la date de l'insurrection jusqu'au moment où elle parlait, parce qu'on était en ce moment un peu vers la fin de la transition, le fait que les dossiers n'ont pas bougé était dû au fait qu'il y a des acteurs de la transition qui eux-mêmes étaient intéressés ou concernés par ces dossiers et qui avaient un intérêt à ce que le dossier ne puisse pas avancer. Elle a dit clairement, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors donc, à ce niveau, effectivement, on ne peut que constater que quand vous avez le chef de l'exécutif, par exemple, qui est cité. Voilà, c'est ça, et qui sait pertinemment quel était donc le rôle et la place qu'il a joué, effectivement, donc dans le dispositif sécuritaire de l'époque. Évidemment que le politique ne peut qu'avoir sa main dedans. Alors là où je suis pas d'accord avec Hippolyte Doumbouya, c'est quand il dit que non, la tactique c'était d'aller aux élections et ce qui se passait par rapport à la gestion. Il n'avait pas les leviers du pouvoir comme il a dit à l'époque. Non, moi je pense que si je suis dans une coalition gouvernementale par rapport justement donc à une question déterminée, à intenter, pour une question de justice comme celle de l'insurrection qui tenait à cœur tous les acteurs politiques, comme du reste ils l'ont dit à l'époque et tous à tour de rôle, si effectivement j'ai l'impression ou le sentiment ou même la preuve qu'il y a apparemment donc quelque chose qui est fait pour empêcher à un dossier effectivement donc d'avancer, à défaut justement donc de prendre mes distances. Dans le contexte de l'époque, il n'y avait aucun problème. Si le MPP, dans son ministre, sortait justement donc pour dire qu'il n'était pas d'accord avec la manière dont les choses se passaient par rapport à la gestion des dossiers de l'insurrection, sauf si c'est pas important pour eux, je ne vois pas où est le problème politiquement parlant, je ne vois pas en quoi est-ce que cela est contraire à la tactique en tant que telle. Ça c'est d'un. Deuxièmement, même si il ne voulait pas démissionner du gouvernement,
Mais rien ne les empêchait effectivement au cours des conférences de presse qu'ils tenaient, de façon hebdomadaire ou mensuelle, justement donc de poser le problème de façon très claire. Mais indépendamment de ça, après, c'est-à-dire lorsqu'ils ont pris le pouvoir, qu'est-ce que exactement les gens ont fait? J'ai parlé tantôt donc de l'organisation. Je ne dis pas que j'attendais du MPP qui vienne mettre des juridictions révolutionnaires pour faire en sorte que le dossier aille à 100 à l'heure, pas du tout. Voilà. S'ils sont pas justement donc, j'allais dire, ils n'ont pas une nature révolutionnaire, je ne vois pas comment est-ce qu'ils vont venir mettre en place un pouvoir révolutionnaire avec des juridictions révolutionnaires. Non, je ne parle pas de ça. Ce que je veux dire, même dans le système donc de démocratie libérale dont on parle, avec la justice actuelle qui existe, il y avait parfaitement des possibilités d'organiser les juridictions de telle sorte que le dossier puisse connaître une vitesse entre griffes un peu plus rapide que celle qu'elles ont connue jusqu'à présent. Pourquoi je le dis? Dans le dossier de Norbert Zongo, par exemple, même Blaise Compaoré a eu l'intelligence, lorsque le problème s'est posé par rapport au dossier de Norbert Zongo, de prévoir au niveau du TGI de Ouaga un juge d'instruction dont le seul travail était de travailler sur le dossier de Norbert Zongo. Évidemment que les pressions politiques ont fait que le dossier est allé là où nous connaissons donc en 2006, mais il avait l'avantage d'avoir été intelligent, de faire en sorte que ce soit un seul juge dont le travail, ce n'est que faire ça. Écoutez, monsieur Guébré, vous prenez aujourd'hui au TGI de Ouaga, il y a environ 7 juges d'instruction. Chaque juge traite dans son cabinet en moyenne 500 dossiers, dont les dossiers de l'instruction qu'il a. Sauf si on lui dit, oui, sauf si on lui dit, prends tout ça, tu classes, et puis tu ne fais que ça, auquel cas aussi ça pose un problème. Alors que c'est un dossier pas pendant ce temps, lorsque moi je suis allé à l'Assemblée nationale, je crois, courant 2017, pour expliquer les positions du barreau par rapport à un projet de loi sur les pôles judiciaires spécialisés, j'ai fait relever effectivement que le ministre de la Justice, à lui seul, avait environ 17, notez bien, 17 chargés de mission. Je ne parle pas de conseil technique, chargés de mission, des magistrats qui sont au niveau. Et après on dit non, il n'y a pas de magistrat, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Non, c'est une question de volonté politique, je regrette. C'est une question de volonté politique. Est-ce qu'ils l'ont fait? Voilà. Alors donc moi je pense que au jour d'aujourd'hui c'est un peu trop facile de dire non, écoutez, la justice elle est indépendante, nous on laisse la justice travailler ainsi de suite, alors que en fait c'est pas 3 îlots qui existent dans l'État. Voilà, c'est une coopération des pouvoirs. Le politique ne peut, comme il l'a dit, c'est un prolongement dont le judiciaire est un prolongement, comme il le dit si bien, je suis d'accord avec lui, du politique. Et si c'est le cas, effectivement, il faut justement voir quelles sont les mesures qui peuvent être prises sans toucher pour autant à l'indépendance de la justice, pour permettre effectivement donc à la justice effectivement d'aller un peu plus vite sur ces dossiers-là. Et pour finir sur cette question, par exemple, quand on me dit tout à l'heure qu'il y a des gens, je ne fais pas une fixation particulière sur qui que ce soit en tant qu'ancien président donc de la commission d'enquête, mais je vais dire que les questions d'extradition, c'est d'abord des questions d'État à État. C'est pas une question justement donc d'un appareil judiciaire X, un appareil judiciaire Y. C'est une question donc de titan et étatique à la place, au sommet, et elle est beaucoup plus diplomatique en tant que telle. Est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement actuel a pensé effectivement à initier une procédure tendant à demander au Canada, effectivement, donc dans le cadre de ces relations étatiques-là, de faire en sorte qu'une personne, justement, donc, qui l'intéresse, puisse être renvoyée au niveau du Burkina Faso, même si on peut me dire par ailleurs qu'il n'y a peut-être pas une convention bilatérale qui existe dans ce sens-là. Je pense que non. Je n'ai pas encore entendu parler de ça, alors que les journalistes travaillent très bien dans ce pays. Ils auraient dû nous informer, effectivement, donc, de ces choses-là, si elles ont pu avoir lieu. Je m'arrête là pour l'instant. Maître Farama, Zida, suspect numéro 1, est-ce que finalement, au regard de ce qu'il est en train de dire, est-ce qu'il faut dire que l'exécutif, le gouvernement, le pouvoir du MPP protège Yacouba Isaac Zida? Je vais juste, en partant sur ce qu'il a développé, donner mon opinion et vous apprécierez vous-même. J'ai bien apprécié quand il a dit que c'était dans l'ordre de la tactique et de la stratégie politique du MPP. Je crois que tout le monde en a pris acte. Oui, de quoi s'agit-il exactement? Les gens sont allés à l'insurrection, un peuple allé à l'insurrection. Quels étaient les objectifs de l'insurrection? Rappelons-nous. Le mot d'ailleurs d'ordre qui avait été lancé, le slogan majeur, c'est Zida lui-même qui l'a lancé. Plus rien ne sera comme avant. Qu'est-ce que cela s'entend? Plus rien ne sera comme avant. Parce que rappelez-vous, si tout ça est arrivé, c'est entre autres au regard de ce que nous avons vécu sous l'Ancien Régime. Par exemple, sur le plan judiciaire, lié au fait que les dossiers pendant qui étaient là ont été traités d'une façon désinvolte. On n'a jamais vu quelque chose de consistant pris comme acte par le pouvoir de Blaise Compaoré tendant à obtenir la vérité et la justice pour les victimes. Donc c'est tout ça mis l'un dans l'autre que le peuple
a voulu changer radicalement. Alors nous allons à l'insurrection, et qu'est-ce que les gens ils nous disent, les acteurs principaux nous disent, parce que le MPP nous a dit, c'est nous qui avons fait l'insurrection. Nous avons même vu sur les morts là, les 20, il y a 17, c'est combien, 14 qui nous appartiennent. Moi je discute pas de ça, c'est eux qui le savent. Et ils vous disent, nous notre tactique et notre stratégie c'était quoi? Comme nous on veut le pouvoir. Ce qui nous importait, c'est parce que le peuple voulait. Le peuple voulait un changement radical, mais nous voulions aller à des élections. Donc, nous avons manœuvré pour aller à des élections. Et c'est ce qu'ils ont fait, effectivement, eux tous. C'est-à-dire que, à la fin de l'insurrection, au lieu d'aller dans une logique révolutionnaire pour accentuer donc la volonté du peuple qui voulait un changement radical, ils ont dit, ah non, en fait, nous, quand on a fait ça, nos marches là, en vérité, c'était pas pour que vous alliez à une révolution. Parce qu'il y a des gens même, ça ils l'ont dit, tapis dans l'ombre, qui en réalité veulent une révolution. Nous voulions juste que Blaise Compaoré se retire, afin que nous allions aux élections. Parce que nous savons que si Blaise n'est pas là, candidat, et ils sont pas les seuls, hein, même les autres, je veux dire, même l'UPC, c'était leur stratégie politique. En disant, si Blaise n'est pas là, nous allons aux élections, nous sommes sûrs que nous gagnons. Pendant ce temps, les militaires étaient là. Comment faire pour aller aux élections? Parce qu'on a vu qu'ils ne voulaient pas partir du pouvoir. Alors, les gens ont pactisé. Si vous voulez, on pourrait revenir sur ces détails-là. Ils ont pactisé. Et vers la fin, d'ailleurs, ça a coincé. Vers la fin de la transition, on a vu que les militaires ne voulaient plus partir du pouvoir. Ah, là, tout à coup, on a menacé. Et d'ailleurs, on nous a sorti un slogan à l'époque. Bon, on a dit, après ma révolte, mon vote. Donc, ce n'est plus, après ma révolte, on va à la révolution. Après ma révolte, maintenant, c'est le vote. Comme si le vote, c'est la révolution. OK. Et puis, on est allé au vote. Bon, il y a eu des élections qui ont eu lieu. On a dit, bon, OK, qu'à cela ne tienne. Mais maintenant, on attend concrètement de voir qu'est-ce que le pouvoir du MPP va faire. Et puis, qu'est-ce que le pouvoir du MPP a fait? Rien. Rien parce que, parlant des IDA, concrètement, mais dites-moi, objectivement, est-ce qu'on avait besoin d'être un génie à l'époque des faits pour dire, il faut prendre des mesures conservatoires? Moi, j'ai pas dit que Zida est coupable de quoi que ce soit. Je dis qu'on aurait dû prendre des mesures conservatoires afin que la justice puisse investiguer. Non content de cela, on n'a pas pris ces mesures, on lui a permis d'aller à l'extérieur, il semble qu'on a renouvelé ses autorisations, mais ensuite il est resté là-bas se dorant la pilule, et puis après, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? On parle même pas d'extradition, hein. Non, on vous a dit par voie diplomatique, on va aller entendre son éminence, le général Zida, qui va nous donner sa contribution sur le déroulement des faits, et puis après on viendra voir, on dira qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est allé entendre François Compaoré par voie diplomatique d'abord, avant de faire quoi que ce soit? Est-ce qu'on est allé entendre Blaise Compaoré à Abidjan par voie diplomatique d'abord, avant de faire quoi que ce soit? Pendant ce temps, général Diendéré, lors de ses auditions, vous dit, écoutez, moi je vais vous dire la vérité. Pendant le push, je vous l'ai dit, tout ce que les gens vous racontent là, c'est des histoires. J'étais pas le seul. Même le général Zagré, il savait. Le patron de la gendarmerie, il savait. Le patron de la police, il savait. Telle personne savait. Et là, on fait semblant comme si on n'entend pas ce qu'il dit. Et puis, on nous dit, non, mais vous inquiétez pas. La justice suit son cours. On ira au Canada aux frais de la princesse, donc, avec l'argent du contribuable, entendre son excellence Zida, qui va donner sa version des faits, et puis on reviendra et on verra. Bon, si c'est ça. C'est peut-être un aveu d'impuissance vis-à-vis du général. Si c'est encore un aveu d'impuissance, à la limite, on va dire spontané, je veux bien. Mais si j'entends ce que dit le général Diendéré, moi, j'ai peur que ce soit par peur des réactions du général Zida. Parce que quand Diendéré parle, ce qu'il semble nous dire, c'est que mais il y a eu des pactes entre des gens au cours de la transition, pendant la transition, et que, évidemment, au nom de ces pactes-là aujourd'hui, certains peut-être ont des craintes à ce que des révélations soient faites, donc ils sont bien obligés de caresser certaines personnes dans le sens du poil, et par rapport à d'autres, comme François Compaoré, comme Blaise Compaoré, ben là, ce n'est pas la même attitude. Alors que pour moi, quand on est un pouvoir en place et qu'on veut la justice, surtout si on ne veut pas que les gens, comme Zaïda nous traitent d'être partisans, il faut traiter les choses de la même façon et de la façon la plus rigoureuse. Parce que plus rien ne soit véritablement comme avant. Est-ce que, M. Damboué, le pouvoir MPP n'est pas en train de jouer à la limite avec ce dossier? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous semblez incapable de faire revenir le général Yacouba Isaac Zida pour que la justice l'entende. Je suis effectivement le développement de Maître. Je suis vraiment très content pour lui et ce qu'il dit comme développement. Je pense que si Maître avait été acteur de premier plan de l'organisation et de l'organisation de l'insurrection, je pense qu'il aurait mieux mesuré effectivement la portée. Je pense, et je le dis en connaissance de cause. Parce que effectivement, l'insurrection n'est pas seulement pour l'acte 37. Nous qui sommes sortis, il le sait. Ça fait combien d'années que nous avons mené le combat ensemble? Depuis combien d'années, effectivement, le combat, l'acte 37 n'est que la somme, effectivement, des luttes que nous avons menées.
Nous disons que, effectivement, pour nous, les 30 et 31 ne sont pas sortis seulement pour la justice, pour l'article 37. Pour la justice, pour les questions économiques, les crimes économiques descendent. Nous avons dit, et je le répète, pour ceux qui ont nous, effectivement, tous ces marées qui sont sortis. Non, je dis, c'est la même dynamique. C'est la même dynamique. Parce que, effectivement, il faut préciser. Je dis, la même dynamique et la même tactique du MPP pour, la même dynamique. Avant, vous étiez quoi d'abord? Avant je suis dans la société civile. Ah, donc vous parlez de société civile maintenant ou MPP? J'ai dit, je parle MPP. Je suis là en tant que MPP. Si vous le dites, j'ai dit, excusez-moi. Parce que, pour qu'effectivement, on puisse effectivement arriver effectivement à l'insurrection, il fallait qu'effectivement que le MPP naisse. Norbert Zongo l'a bien dit. Il y aura alternative que, effectivement, que des forces se décomposent à l'intérieur. Effectivement, l'arrivée du MPP a désactionné le système en place. Sans le MPP, on ne pouvait pas effectivement ramasser ce système. L'arrivée, c'était du pain béni. Nous l'avons accueilli, au plan de la nation, le 18 janvier 2014. Tout le monde a applaudi l'arrivée du MPP. Vous êtes en train de dire que vous aviez les leviers en main, puisque vous... Non, je n'ai pas les leviers. Quand on dit les leviers d'un pouvoir, quand vous connaissez les leviers d'un pouvoir, c'est quoi? Ça veut dire que vous contrôlez l'exécutif. Vous contrôlez le Parlement. Vous contrôlez... Si vous avez en grande partie fait l'insurrection, je suppose que naturellement... J'ai bien dit ici, c'est une insurrection, une révolution inachevée. Donc ce qui fait qu'effectivement, le MPP, qui est venu comme force en second, au CEPO, depuis l'EFOP, n'a pas eu effectivement le contrôle de la direction de lutte. Et je l'ai dit, nous avons dénoncé avec Émile Paré, si vous voulez que vous m'avez appelé, Émile Paré qui était membre du bureau exécutif du MPP, la conférence que j'ai animée le 1er novembre, était faite avec Émile Paré le 1er novembre, où nous avons effectivement dit, que les militaires étaient en train de gérer notre révolution et dévier l'insurrection. Nous avons rappelé aussi fort de revenir effectivement dans les structurations pour effectivement faire des solutions concrètes parce qu'effectivement on allait avoir des problèmes. C'est des rapports de force que nous avons essayé de démener et effectivement sous la transition rapidement, non seulement nous avons effectivement établi la constitution, mais nous avons mis en place une charte sur laquelle tous les acteurs politiques se sont accordés. Et si vous lisez la charte, la charte, c'est pas seulement les MPP qui voulaient les élections. L'ensemble des acteurs du CEFOP étaient d'accord que la priorité de la transition était d'aller aux élections le plus rapidement possible. Parce que nous ne voulons plus de militaires dans la direction de notre pays. Et donc, pour nous, le MPP, c'est pas seulement la transition, la justice n'était pas la priorité. Maintenant, la transition, nous avons dit, il y a certains mécanismes de base qu'il fallait mettre en place. Notamment, revoir certaines lois. Et c'est durant la transition, effectivement, que nous avons dit, et lui il le sait, durant tout les Blaise Compaoré, c'est Blaise Compaoré, la justice était inférieure au pouvoir. Nous avons travaillé à ce que sur la transition, la justice devienne indépendante. On n'a jamais vu ça. C'est le mécanisme de base des actes qu'il fallait projeter pour effectivement arriver à ce que l'exécution puisse fonctionner de manière libre et transparente. Aujourd'hui, c'est chose faite. Maintenant, en tant que parti politique, est-ce que c'est chose faite aujourd'hui? Notre devoir de chercher la conquête du pouvoir d'État. Est-ce que c'est chose faite aujourd'hui? C'est chose faite, ils le savent. La justice est indépendante, strictement indépendante de l'exécutif. Ouais. Maintenant, je lui dis. Expliquez, ne déclarez pas, faites pas simplement des déclarations. Les textes sont là, vous les avez. Vous êtes chaque fois au barreau. Moi, je ne suis pas là-bas. Mais nous, en tout cas, en tant que politique, nous, on ne va pas au barreau. Si, excusez-moi, vous avez des problèmes à la juridiction, dites-le nous. Nous, on va essayer de voir quelles sont les lois qu'il faut appliquer, puis comment remettre les... C'est vous qui dites que c'est fait, expliquez au peuple comment j'ai dit, la justice est indépendante. Sur le TNT, ça a été fait. Nous sommes venus trouver des mécanismes en place et nous avons apprécié. Ça a été fait par les acteurs politiques de manière consensuelle sur le terrain. Ce n'était pas le CMPP qui a dirigé ces lois. Nous n'avons revu aucun article suivant les juridictions. Au contraire, nous avons... Le président n'est plus au CSM, c'est ça? Il n'est plus au CSM, ça c'est un. Deuxièmement, nous avons dit, ils ont même dit qu'il faut donner les moyens aux magistrats. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, les magistrats ont dit, ah non, sur la transition, voici, on nous avait promis tant de francs, voilà nos salaires, nos élections. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous, on est PP, on vous donne les moyens. C'est ça l'indépendance là. L'indépendance, c'est quoi? C'est aujourd'hui, le président du FASO ne peut plus s'immiscer dans les affaires de justice. On ne peut plus donner d'ordre. Le ministre de la Justice qui est là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice peut donner des ordres à un magistrat? Qu'est-ce que le président a fait au tribunal militaire? Qu'est-ce que le président a fait? Moi, je n'en sais rien, c'est vous qui le savez. Dites-le-nous. Si le président a fait quelque chose, dites-le-nous. Parce que moi, je n'ai pas de preuve pour dire que le président du FASO a fait quoi que ce soit au niveau de la direction du ministère. Je ne suis pas. On a relevé des juges. On a relevé des juges. On a relevé des juges. Le tribunal militaire, jusqu'à présent, est régi par le ministre de la Défense. Il était le ministre de la Défense à l'époque
Donc, il a son droit. Donc, pas indépendante. Non, le tribunal militaire, il ne parle pas pour les touches. Quand nous parlons des juridictions des droits de commerce, nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas un dossier militaire. Ce dont notre débat aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y ait des juridictions militaires. On parle pourquoi les deux dossiers. Aujourd'hui, c'est la question des cas de martyrs du 30 et 31 décembre. Ça, on parle de la justice, l'indépendance de la justice. Oui, la justice, elle est indépendante de toute façon. Si vous avez le président de Faso qui vient dire à un juge, il faut juger comme ça, c'est ça. Mais si le président de Faso, de ses droits, peut effectivement relever, le ministre de la Défense peut relever un juge, il est de son devoir de le faire. Au niveau des juridictions militaires, s'il est le fait, qui peut accélérer effectivement les dossiers, si un juge peut empêcher effectivement la manifestation de la vérité, le président de Faso peut effectivement prendre acte et agir, s'assume. Moi, oui, sur cette question, bon, je l'aurais suivi, mais il se perd dans sa position idéologique. C'est vous qui avez dit que les juridictions sont indépendantes. Vous savez, moi, j'ai déjà fait des conférences pour dire que la notion d'indépendance, là, pour moi, je pense qu'il faut la revoir. Je ne suis pas pour la notion d'indépendance telle qu'on le présente sous les États libéraux. Parce que moi, quand quelqu'un vient au pouvoir et qu'on lui dit c'est lui qui a les rênes du pouvoir, il doit avoir la possibilité d'organiser et l'appareil judiciaire et l'appareil législatif et en rendre compte. J'ai toujours donné l'exemple des États-Unis. Le premier responsable de la Cour suprême américaine est désigné par le président américain en tenant compte de ses accointances politiques et idéologiques. Pourtant, c'est un État de droit, les États-Unis. Bon, mais comme vous avez dit que la justice est indépendante, et en même temps, vous dites que ça veut dire que le président ne doit pas intervenir. Alors qu'on a vu que votre président, il est bien intervenu au tribunal militaire pour relever des juges. Ben, dans la définition de votre indépendance, ça colle pas. C'est ça qui fait un peu embrouillamini dans votre stratégie, comme vous dites, tactique politique, où personne n'y comprend absolument rien. Moi, je vous dis le problème de la justice qu'il en est aujourd'hui, Monsieur Domboué. La justice aujourd'hui, quand vous avez pris le pouvoir, quand vous avez bien fait de dire, moi je n'ai pas été un acteur principal, comme des millions de Burkinabés. L'insurrection, ça vous revenez à votre logique de c'est nous qui avons eu 14 morts sur temps. Ça c'est votre droit. Mais l'insurrection a été faite par tous les Burkinabés. Moi je m'inscris au titre de tous ces millions de Burkinabés là. Quand vous avez fait votre révolution, comme ce que vous avez dit c'est notre révolution, ce que vous auriez dû faire, c'est mettre en œuvre le plus immédiatement possible les appareils, comme vous dites, l'appareil judiciaire qui s'y est, avec ce que vous avez comme aspiration. Vous n'avez pas fait, vous avez estimé que des élections étaient les mieux placées. Vous avez gagné aux élections. Qu'est-ce que vous avez fait comme changement radical, on va dire, dans l'organisation judiciaire qui permette aujourd'hui que la justice aille de l'avant? Je prends l'exemple très simple, et c'est là que je ne comprends pas le pouvoir du MPP. Regardez ce qui s'est passé lors du jugement des dignitaires de l'ancien régime, à la haute cour de justice. On a dit oui, mais il y a un problème. Mais évidemment, il y a un problème. Puisque vous dites, nous sommes dans la logique constitutionnelle de l'état de droit. Et que bon, les institutions internationales nous disent, oui, votre législation juridique n'est pas conforme avec les standards internationaux. Et puis tout de suite, ils sont précipités, on dit, ah oui, c'est vrai, on va être conforme aux standards internationaux. Moi, je vais vous dire, si j'avais été à votre place, ce que j'aurais fait. Mais ce que nous recherchons, quand nous disons qu'on doit faire respecter les droits de l'homme, qu'on doit faire respecter les droits des victimes, c'est faire en sorte que le bourreau n'ait pas plus de droits que la victime. Regardez aux États-Unis, qui se prévoit être le premier pays, on va dire, exemple en matière de droits de l'homme au monde. Guantanamo, c'est où? C'est aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que Guantanamo se conforme aux standards internationaux de droits de l'homme? La peine de mort aux États-Unis, est-ce qu'elle est appliquée, oui ou non? Oui, elle est appliquée. Vous pensez que la peine de mort est conforme aux standards internationaux des droits humains? Mais pourtant, les États-Unis assument idéologiquement ces questions-là. Ils disent oui. Guantanamo, oui. Pour notre défense, nous assumons Guantanamo. Pour la peine de mort, quand notre État est en danger, nous estimons que la peine de mort est nécessaire. Nous l'assumons. Sans être pour la peine de mort, je vous le dis. Mais je vais dire, c'est assumer, mettre sur pied un appareil qui est conforme aux objectifs que le peuple recherchait. Et les objectifs du peuple, c'est quoi? Plus rien ne doit être comme avant. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce que quand on regarde aujourd'hui, et ça je pense qu'on devrait demander aux victimes, est-ce que plus rien n'est comme avant? La question vous est posée effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que le politique a une main effectivement dans l'appareil judiciaire qui fait peut-être que jusque-là vous n'avez pas obtenu vérité et justice? Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de répondre à mon voisin, M. Domboué, qui dit que la lutte qui a abouti à l'insurrection populaire là est une lutte de longue haleine auquel ils ont participé. Je m'inscris en faux. Parce que le MPP, les membres du MPP sont venus, ont démissionné en 2013. Alors que la lutte qui a abouti, la lutte de cette jeunesse qui a abouti au 31 octobre 2014 là, est une lutte qui a commencé depuis belle lurette.
depuis des dizaines d'années. Donc ce n'est pas en 2013, donc ils n'ont pas participé à ce combat-là. Donc pour revenir à votre question, moi, avant même de revenir à votre question... à la finale quand même. À la finale peut-être, voilà, aux prolongations. Avant de revenir à votre question, et mon voisin disait que la justice est indépendante parce que l'exécutif ne s'implique plus dans la justice. Non, pas du tout. Vous avez vu l'interview accordée à Madame Juliette Bonkungu, qui a fait savoir que non, que elle a intervenu auprès de Feu Salif Diallo pour qu'on puisse libérer la belle-sœur de M. Guinguéré. Non, on ne peut pas parler d'indépendance de l'exécutif. À ce niveau, je m'inscris encore en faux. Pour répondre à votre question, si le politique peut-être serait à la base de cette lourdeur qu'on constate et qui fait que 3 ans après, vous n'avez pas... 3 ans après, effectivement, nous n'avons pas encore justice. Il y a eu au moins 28 morts pendant les 30 et 31 octobre 2014 et 263 blessés. Jusqu'à l'heure où je vous parle, beaucoup de blessés, plus de 200 et quelques blessés n'ont pas encore été entendus par le juge d'instruction. Certaines familles des martyrs, je prends l'exemple de Waiguia, où il y a eu des morts dans le domicile de Maître Gilbert Ouedraogo. Les parents de ces victimes-là, à l'heure où je vous parle, n'ont pas encore été entendus par un juge d'instruction. Ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 2 ans que le MPP est au pouvoir. Donc ça veut dire que pour nous, la situation n'a pas changé. Bien au contraire, comme l'a dit M. Tahirou Bari, les indicateurs de la justice sont en rouge. Et pour nous, blessés de l'insurrection, il y a actuellement des blessés qui ne peuvent même pas s'acheter des produits pour prendre. Je prends l'exemple d'un étudiant qui était en 2e année en géographie, M. Sanou Wahab, qui a reçu un projectile et qui s'est fracassé le crâne. Donc il ne peut plus poursuivre ses études. Pour pouvoir acheter les produits, c'est devenu un parcours de titan. Il était obligé d'aller travailler avec un commerçant et quand il ne pouvait pas acheter les produits, il a piqué une crise auquel il est tombé, le commerçant l'a cherché, il est parti au village. Au village aussi, son oncle lui dit que non, il ne peut pas le recevoir chez lui parce qu'à chaque fois il a des crises. Et l'action sociale n'a pas intervenu, à l'heure où je vous parle, l'action sociale n'a pas intervenu pour... Est-ce que ces cas sont remontés vers l'autorité Personnellement, je suis allé au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale pour évoquer ce cas-là. Il y a beaucoup de cas. Il y a des camarades aujourd'hui qui marchent avec des balles à l'heure là. Mais il n'y a rien. Le pouvoir en place, je vous l'ai dit, le pouvoir en place essaie, à chaque fois qu'on nous rencontre, c'est chaque anniversaire qu'on nous rencontre. Et cette année, je vous dis que nous n'avons même pas été rencontrés parce que le président, il est venu, voilà, faire le théâtre et puis repartir. Nous n'avons pas été entendus. Vous pensez que c'est du théâtre? Non, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Ah bon? Il faut attendre chaque anniversaire pour venir rendre hommage aux martyrs. Moi, je pense que c'est du théâtre. Parce que pendant les 365 jours, il faut penser, ne serait-ce que au moins une fois, aux familles des martyrs, aux familles des blessés, voilà, et demander à la justice de faire son travail. Actuellement, il y a une lourdeur administrative. Et nous pensons, nous blessés de l'insurrection, nous estimons que c'est un droit bourgeois qui ne répond pas aux aspirations du peuple. D'accord. Maître Benao, avant de... Oui, entre-temps, je parlais tout à l'heure des questions organisationnelles au niveau de la justice, en prenant le cas de ce que on a fait avec le dossier Norbert Zongo, en désignant donc un juge qui ne faisait donc que ça. Je voudrais ajouter, en plus de ça, à ce que M. Domboué a dit tout à l'heure, c'est pas que j'ai un problème particulier avec le MPP, comme dit Norbert Zongo, qui l'a si bien cité. Il dit que lui n'a pas un problème particulier avec Blaise Compaoré. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Compaoré Blaise au Burkina qui ne l'intéressent pas du tout. Mais il s'intéresse à Blaise Compaoré parce que c'est lui qui gère la vie donc des millions de Burkinabés. C'est exactement donc le cas en tant que citoyen burkinabé. Je pense que, en fait, l'indépendance de la justice, ce n'est pas dans les textes. Voilà. Les textes ne constituent que une garantie, je dis bien une simple garantie à l'indépendance du juge. Et d'ailleurs, regardez l'hypocrisie des hommes politiques. Les mêmes quand vous leur demandiez sous Blaise Compaoré, quand on criait que la justice n'était pas indépendante, ils disaient que c'est pas vrai. C'est les mêmes là, ils disent que c'est pas vrai, elle est parfaitement indépendante, il n'y a aucun problème. Et les mêmes aujourd'hui, immédiatement après, ils disent non, en fait, à l'époque là, elle n'était pas indépendante, en fait, bon, nous tous on mentait quoi. Non. Il faut que nous sommes de grands garçons, il faut que effectivement les gens se respectent de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est qu'il ne suffit pas effectivement donc d'enlever le président du Faso, donc dans le CSM, et dire non, moi j'avais dit à l'époque, et je l'ai toujours défendu depuis toujours, que moi je préfère qu'il soit dedans.
et que l'on sache clairement qu'est-ce qu'il fout dedans, que d'avoir à l'enlever de façon, j'allais dire, formelle ou matérielle, alors qu'en réalité, il est dedans, à travers des ambassadeurs, effectivement, qui font sa volonté en tant que tel. Est-ce que ce n'est pas vous aussi, technicien, qui avez mal posé le problème à l'époque aussi par rapport au débat autour de cette question de l'indépendance? On a comme l'impression qu'on faisait trop de cristallisation de cette question du CSM. Non, pas du tout. Au niveau des, c'est pas une question de technicien, c'est une question donc de vision politique d'abord, comme il l'a dit, de ce que l'on veut donner, quelle est l'image qu'on veut donner de la justice, quelle est la charpente, effectivement, donc, qu'on veut avoir par rapport à la justice. C'est de ça qu'il s'agit, c'est clair. Alors, donc, à l'époque, au niveau des praticiens même, évidemment, il y a donc plusieurs camps. Moi, je vous ai dit quelle est ma position par rapport à cette question. Alors, parce que moi, j'ai eu la chance de participer au moins à une session extraordinaire donc, du Conseil supérieur de la magistrature. C'était en 2011 après les mutineries. J'ai vu que Blaise Compaoré ne fait même pas 2 heures dedans. Quand il se réunissent de 9h à 17h, il fait même pas 2 heures dedans. C'est-à-dire quand il commence, il fait l'ouverture, après lui il dit il comprend même pas ce qui se passe, il se retire, mais mon vieux, ce qu'il va faire dedans, attention, c'est incroyable. Alors donc c'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est pas parce que le président du Faso n'est pas dans le CSM que finalement la justice est indépendante. Non. Comment est-ce qu'on tient la justice? On la tient à travers donc son mode de fonctionnement, par exemple. Mais lorsque le président effectivement va enlever justement donc des juges dans un tribunal militaire, ça c'est un. Lorsque un chef d'état-major général des armées qui était prévu pour être justement donc convoqué et être inculpé, finalement se retrouve comme étant, pas comme par hasard, un simple témoin donc dans une procédure, où de surcroît, les pièces de sa non-comparution ont disparu du dossier. Et par la suite, on se voit qu'il a été nommé ambassadeur dans un pays. Comment est-ce que vous appelez ça? Troisièmement, lorsque par rapport à un dossier, on vient à dire que telle personne qui est dans le dossier, nous on veut donc soustraire la personne et puis faire en sorte qu'il y ait donc un règlement diplomatique. Et effectivement, après avoir relevé le commissaire du gouvernement qui avait lancé ce mandat d'arrêt et remplacé par un autre, on arrive et on dit finalement on ne va plus poursuivre l'intéressé. Comment vous appelez ça? Tout ça c'est le fait du hasard? Soyons sérieux. Lorsque le président du Faso dit que telle chose a été faite, moi je n'étais pas au courant, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il est au courant de tout ce qui se passe et qu'il donne son avis. Alors donc à partir de ce moment, je pense que il est quand même le garant aussi de l'indépendance de la justice. Le garant de l'indépendance de la justice, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il faut faire en sorte que nul autre que le juge ne puisse être amené à prendre des actes décisifs par rapport donc au carré d'indépendance de la justice. Ça veut dire quoi? On ne demande pas au président du Faso, ni à aucun ministre d'aller dans le cabinet du juge, signer les ordonnances, signer les mandats à sa place. Non, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais quel est le dispositif que vous mettez en place justement pour faire en sorte que le juge puisse travailler en toute indépendance et sans problème? Et là, à ce niveau, quand vous voyez les hommes politiques, ils tiennent un langage tout à fait, donc qui n'est pas du tout, je dirais, honnête, parce qu'ils disent non, ils sont indépendants, hein, alors qu'ils savent effectivement ce qui se fait en bas, et nous le savons tous en tant que tel. Est-ce que les juges aussi, quelque part aussi, ne refusent pas de s'assumer? Si les textes le disent, ben, il faut s'assumer. Ça dépend des juges. Je répondrai, parce que, vous savez, que ce soit au temps de Blaise, que ce soit actuellement, que ce soit dans tout autre pays, le juge est d'abord donc un élément de la société, qui a forcément aussi, qui peut avoir donc ses préférences politiques. Alors donc si le juge lui-même fait partie effectivement donc du système en question et il semble jouer le jeu, je vous ai parlé tantôt donc de ceux qu'on a enlevés au niveau du tribunal militaire. Pourquoi on les a enlevés? Peut-être parce qu'ils faisaient peut-être pas le jeu des gens. Alors donc s'ils font pas le jeu, on va les enlever. Peut-être que si ils avaient fait le jeu, peut-être qu'on les aurait pas enlevés aussi. Alors donc c'est un peu un truc comme ça, de telle sorte que c'est pas parce que on est juge que forcément ça veut dire que on est tenu loin donc de là. On peut avoir effectivement donc des préférences politiques ou des chargements politiques qui font que vous êtes un élément effectivement ou même co-auteur, pour ne pas dire complice souvent de certaines choses qui se passent en tant que tel. Mais je connais des juges, si on les met là-bas, ça peut se passer autrement. Alors donc voilà un peu ce que je voulais dire pour dire que par rapport à la question de l'indépendance de la justice, il faut la prendre avec beaucoup de prudence et ne pas aller parce que l'indépendance du juge se trouve dans sa tête. Je l'ai dit, sous le régime de Vichy en France, quand les Hitlériens ont occupé Paris, il y a des juges à qui Hitler a imposé de faire telle chose, ils ont dit qu'ils ne vont pas le faire. Ils ont rendu des décisions tout en sachant qu'ils peuvent être envoyés au poteau sous les nazis et être fusillés. Ils ont rendu leurs décisions. Voilà, alors donc c'est pour dire que l'indépendance n'a pas besoin de texte. C'est faux, c'est dans la tête du juge, c'est clair. Okay. Voilà. Monsieur Dambouli. Oui, je voudrais d'abord relever un peu mon ami à droite qui dit que le MPP n'a pas pris une part active dans la lutte de notre pays. Je puis d'abord dire qu'il a une méconnaissance totale du MPP. Le MPP, c'est un mouvement un mouvement dynamique en translation. Il ne faut pas voir le MPP comme seulement les 115 démissionnaires de 2013. Dynamique,
Dynamique en translation. En translation. Oui, oui. C'est un mouvement qui est en train qui se construit. Un parti se construit dans une dynamique bien donnée. Et donc, nous disons que le MPP, ce n'est pas seulement des Sonkin démissionnaires. Il y a autre force composite qui était dans la lutte bien avant, depuis 2020. Des organisations de la société civile, par exemple. Moi, je viens de la société civile. Mais qui était en vérité. J'étais en vérité. Si je vais aller dans les détails. Une casquette politique. Non, c'est pas une casquette politique. Je l'ai toujours dit, les associations peuvent effectivement, on part d'une association pour aller de manière qualitative à un niveau politique plus élevé. Parce que le niveau associatif n'est pas aussi au même degré de niveau politique que le niveau de politique. Mais je dis, si vous connaissez bien le MPP, c'est une composition de plusieurs acteurs. Et vous allez voir, plusieurs acteurs étaient dans la lutte bien avant. Donc, dans la sommation de toutes ces forces qui ont construit aujourd'hui le MPP. Donc, dire qu'aujourd'hui, que le MPP n'a pas participé à la lutte, je dis c'est faux. Et je m'inscris en faux. Deuxièmement, j'ai bien te dire que je l'ai bien dit ici, et personne ne peut le nier. Et nous qui étions les acteurs de front de la lutte, où nous avons point des premières heures, j'ai pu vous dire, j'ai même organisé une conférence de presse à la place nation. Nous sommes conscients qu'effectivement, pour que cette lutte aboutit, il faut décomposer le système en place. Sans une décomposition totale du système en place, il serait difficile pour nous, aujourd'hui, de dire qu'on va avoir un alternance au pouvoir. Et dire aujourd'hui que le MPP n'a pas apporté une POC qualitative, je dis non, je m'inscris en faux. Maintenant, c'est la question de justice. Les questions de justice. Je dis, l'insurrection, nous avons dit que c'est une révolution peut-être inachevée. Comme nous l'avons dit, pour nous, la dynamique, comme il le dit, et je suis très d'accord avec lui, comme il vient de le dire, nous avons dit des textes, nous avons redit des textes sur la transition qui donnent effectivement les prérogatives à la justice d'être totalement indépendante. L'objectif aussi de l'insurrection, c'est quoi? C'était la liberté d'expression et la liberté de travail, la liberté de conscience, élever les consciences des masses pour qu'effectivement on puisse s'assumer. Depuis 1966 à nos jours, nous étions sur une dictature militaire où chacun, effectivement, on n'a plus la liberté d'aller où devine. Chacun avait peur dans le ventre. Mais l'insurrection a effectivement de libérer la parole. Et chacun est aujourd'hui d'être en mesure aujourd'hui de s'assumer à tous les actes qu'il pose. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller voir mon parti pour venir m'asseoir ici, prendre des directives, pour prendre, voilà comment je défends mon parti selon la position, dans la vision de l'orientation du parti. Aujourd'hui, on n'est plus dans une dynamique où vous pouvez s'asseoir ou se blaguer, prendre les directives pour aller s'assumer. Ça, c'est fini. C'est la justice. Aujourd'hui, au niveau de la justice, c'est la même chose. Aujourd'hui, les textes sont clairs. Nous devons libérer notre pays. Les juges aujourd'hui sont à même aujourd'hui, chacun de tout indépendant, d'assumer et de faire son travail correctement. Si un juge, effectivement, s'il y a une directive, un politique qui vient influencer sur ses décisions, qui rend établi et qui s'assume. Nous avons vu Barry qui a quitté notre gouvernement. Nous avons, où est le problème? Il s'est assumé. Si les juges pensent qu'aujourd'hui, les juges pensent qu'il y a un politique qui intervient dans l'aide, qui nous le disent. Et si je le dis, le président a été clair, que ce soit des militaires du MPP, celui qui commet un acte d'indiscipline, il va répondre. Que ce soit économique, criminel ou autre, il va répondre. Si vous avez des preuves, moi, vous êtes des avocats, vous avez dit qu'on a société de dossier. Cherchez les preuves, envoyez les preuves. Guillaume Soro. Oui, vous avez parlé de règlement diplomatique, c'est ce qui s'est passé au Le dossier est en cours. Moi, pour le moment, je le dis, le dossier est en cours. C'est vous qui le dites. Pour nous, le dossier n'est pas encore jugé. Nous, on ne se gère pas dedans. Vous n'êtes pas au pays. Guillaume Soro, vous n'avez pas entendu que le commissaire de gouvernement que vous avez nommé, quand il est sorti le premier acte qu'il a pris, c'est dit qu'il va plus poursuivre Guillaume Soro. Vous n'avez pas appris ça? Même leur ministre des Affaires étrangères. J'ai dit, le dossier, vous allez vite en besoin. C'est ça aussi, vous, les hommes de droit. Vous êtes un dossier judiciaire qui est là. Vous pensez qu'aujourd'hui, le dossier militaire n'est pas encore jugé. Donc, pour le moment, l'instruction est terminée. Si l'instruction, ça aussi, vous comprenez pas. Comment vous avez fait là? Non, c'est la vérification des charges. La vérification des charges. Oui, tout à fait. Vous pouvez encore faire rentrer le dossier de Guillaume Soro dedans. Comment? Pendant les charges, vous pouvez encore le faire. Ce n'est pas encore tard. Vous êtes des avocats. Donc, moi, je pense que, je dis que, pour nous, rien n'est tard. Rien n'est tard tant que nous sommes partants pour qu'effectivement, le dossier du push, toutes les juridictions, au niveau du MPP, nous disons que nous avons nos bras ouverts. Prenons par exemple le cas de Zida, par exemple, où la procureure Maïsa Serimi a clairement dit l'intention de la justice de l'entendre. Oui. Il est au Canada. Oui. Que fait l'autorité politique? On sait qu'en ce moment, la diplomatie entre en jeu. Qu'est-ce que vous faites pour faire en sorte qu'ils soient entendus, comme c'est ce qui se fait actuellement dans le cadre du dossier Norbert Zongo, où effectivement, hier,
le ministre de la Justice a clairement dit que les autorités font tout pour qu'effectivement il soit extradé. Exactement. Pour le cas par exemple de Zida. Pour le cas par exemple de Zida, c'est le procureur, c'est la justice. Il veut entendre un Zida au Canada. Le rôle du politique, c'est faciliter effectivement on puisse effectivement avoir accès à Zida. Elle a voulu l'entendre d'abord ici. C'est faute de pouvoir l'entendre par ici que cette alternative est venue. Il y a eu des lettres auxquelles Zida n'a pas répondu. Oui. S'il n'a pas répondu, si aujourd'hui, les mécanismes et les conditions objectives et subjectives sont réunis pour qu'on puisse entendre Zida, nous allons le faire. Donc, notre rôle en tant que politique, le politique, c'est effectivement faire des mécanismes qui permettent effectivement qu'on puisse avoir accès à Zida. Et ça, c'est le rôle de l'État. Maintenant, les questions juridiques, quelle est la forme qu'il faut qu'il y ait? Si les juges nous disent, aujourd'hui, nous, on a besoin de Zida sur le territoire, aussi, le pouvoir MPP, bien sûr, ici, ils sont coincés. Ça, c'est le rôle du politique, d'effectivement, de faire en sorte que, effectivement, quand je dis, la justice, c'est le prolongement de la politique, s'il y a des accords qui nous empêchent, effectivement, d'atteindre, effectivement, quelqu'un, nous allons le faire. Aujourd'hui, vous avez vu, François a été arrêté. Nous tous, nous sommes contents. Mais aujourd'hui, les mécanismes qui font aujourd'hui, que nous sommes aujourd'hui dans la juridiction des espèces de procédures. Mais le rôle de l'État, c'était quoi? C'est ça. Donc, nous disons que faut pas aller vite à besoin. Et je dis que nous, au niveau du MPP, nous disons que quelle que soit la personne, si vous avez des informations ou saisir la justice, et si vous avez le rôle du politique, c'est faciliter les mécanismes qu'effectivement les gens puissent répondre. D'accord. Maître Farama. Je pense qu'on va laisser le MPP tranquille, parce que vraiment, ils ont des problèmes. Voilà, est-ce qu'on a compris? C'est difficile de venir sur un plateau défendre ce qui est indéfendable. On va élever un peu le niveau du débat. On ne va pas rester dans des histoires de « oui, si vous avez des informations ». Il vous a dit tout à l'heure, paix à son âme, Salif Diallo est décédé, Juliette Bonkongo à l'époque a dit « moi je suis allé le voir ». Il a dit, c'est parce que c'est un homme généreux, il est intervenu, il a obtenu la libération de telle personne. Vous avez fait quoi? Bon, donc c'est pas ça le débat. Aujourd'hui, moi, ce que j'espérais de vous, MPP, et c'est ce que je pense que tout le peuple espère de vous. Vous dites, et ça j'aime bien votre expression, nous avons fait une révolution inachevée. La question fondamentale qu'on devrait se poser, pourquoi cette révolution a été inachevée? Elle a été inachevée parce que justement, les acteurs principaux qui étaient au devant, qui devaient nous mener à la révolution, ont tout fait pour la dévoyer. Et parmi ces acteurs principaux, n'en déplaise à mon frère Domboué, il y a le MPP. Et d'ailleurs, je remarque que, de temps en temps, il vogue sur les deux casquettes. Il part sur sa casquette de société civile, quand c'est pour témoigner que lui avait pris des positions qui étaient différentes de celles du MPP. Tantôt, il revient à sa position d'MPP, libre à lui. Mais il faut faire le constat, si vous allez dans votre logique aujourd'hui, de belle analyse idéologique qui aboutit à une révolution, que votre MPP dans sa dynamique n'est pas dans une dynamique révolutionnaire. Il est dans une dynamique purement réactionnaire. Aujourd'hui, dites-nous concrètement, puisque vous parlez de révolution, moi je vous prends au mot, qu'est-ce que vous avez posé comme acte qui peut être considéré aujourd'hui par le peuple comme acte révolutionnaire, et qui peut être considéré comme allant dans le sens de la volonté du peuple après l'insurrection, c'est-à-dire de faire en sorte que plus rien ne soit comme avant. Ils vous disent, et ils reviennent aux mêmes thématiques, aux mêmes slogans, un sloganisme que le CDP. Oui, quand avant vous disiez à Blaise, mais le pays ça va pas, les gens sont corrompus. C'était ce qu'ils disaient. Hein. Oui, qui est corrompu ici? Si vous avez des preuves, apportez-les nous. Quand vous dites oui, mais la question que moi je pose, posons une question très simple. Du point de vue de la justice, vous parlez de nous avocats, laissez-nous. Demandez au peuple, demandez. Voilà un authentique représentant des victimes. Est-ce que la justice, au goût même du peuple pour lequel vous pensez œuvrer là, fonctionne correctement? Il vous l'a dit, non, nous n'avons pas ce sentiment-là. Allez aujourd'hui à l'hôpital. Allez à l'hôpital. Est-ce que l'hôpital aujourd'hui a changé de par rapport à ce qu'était l'hôpital sous Blaise Compaoré? Si oui, vous allez nous démontrer en quoi ça a changé. Est-ce que l'éducation nationale, après 2 ans de pouvoir que vous avez, après avoir fait l'insurrection, après que vous soyez fait déborder sur la droite, je ne sais pas si c'est sur la gauche, par les militaires, est-ce que l'éducation nationale a changé? Dites-nous fondamentalement, aujourd'hui, donnez-nous un exemple concret de ce qui a changé sous votre régime par rapport à ce qu'était le régime de Blaise Compaoré. Moi, je regarde, avec toute la bonne foi que je peux vous accorder, je cherche, j'en trouve pas. D'ailleurs, au lendemain de la prise de pouvoir du MPP, j'évitais de parler, je disais, parce que quand vous parliez, on vous disait, oui, mais ils viennent d'arriver, ils ne peuvent rien faire. Moi, je disais, oh, mais attendez, je ne crois pas en eux, parce qu'ils ont déjà fait la preuve de leur incompétence dans l'ancien régime. Bon, vous dites que vous étiez acteur, déjà, de la lutte du peuple. Bon, ça, je pense que quand même,
il faut que vous respectiez la mémoire des morts. Moi, je vais vous dire une chose. Oui, parce que vous m'interpellez, vous dites, moi je sais. Non, je ne sais pas. Ce que moi je remarque simplement, c'est que ça fait 30 ans que ce peuple lutte. Et ceux qui prétendent aujourd'hui lutter pour le peuple, c'est contre ces gens-là que le peuple il a lutté. Pendant 30 ans, l'affaire Norbert Zongo, qui était aux commandes quand Norbert Zongo a été assassiné? Où était Roch Christian Kaboré? Où était Simon Compaoré? Où était, paix à son âme, de feu Salif Diallo? Il était du côté du peuple, vous estimez? Aujourd'hui, vous nous dites oui, mais non, nous on a combattu avec vous. Mais vous insultez la mémoire des morts. Ils n'ont pas combattu avec ce peuple-là. Ils ont aidé à asseoir le régime de Blaise Compaoré. Ils l'ont consolidé. Ils ont même dit, c'est nous qui faisions le roi. C'est à cause, grâce à nous, que Blaise Compaoré était ce qu'il était. Mais évidemment, nous on croit. Parce que c'était vous, hein, les principaux acteurs, les démissionnaires, vous parlez des 75 démissionnaires, vous êtes les ouvriers de la 25e heure. C'est quand ils ont conçu le truc que vous êtes venus les rejoindre. Si vous n'avez pas créé avec eux leur MPP, je regrette. Ça, au moins, nous tous, on l'a suivi. Donc, aujourd'hui, ne nous faites pas croire, et surtout ça, franchement, parce que ce serait une insulte à notre intelligence, que les tenants du MPP ont été avec le peuple tout le temps. Je tiens, Maître, je suis content de son développement. Je pense que si Maître a lu le manifeste du MPP, à sa déclaration de 115 de ce fait, il y a un manifeste. Ils ont été clairs dans les manifestes, ils assument les passés et les présents. Non, c'est le manifeste qui est clair. Dites-nous. J'ai dit, nous étions clairs. Dans le manifeste, nous étions clairs. Voilà. Le manifeste, nous étions clairs que nous assumons le passé et le passif. Et moi-même, je le dis, avec mes camarades qui sont venus après la 25e heure, quand nous rentrons dans un parti, nous rentrons dans un parti pour une cause qu'on estime qu'elle est juste. Et si vous rentrez dans un parti, c'est que vous assumez effectivement le passif des camarades. Et voilà pourquoi je suis là pour défendre les positions des camarades. Ok? Donc c'est pour dire que, quand vous dites que je m'inscris en faux, je dis, c'est mon parti, je dis, dire qu'aujourd'hui le MPP, je l'ai dit, ça veut dire, c'est mal connaître la composition du MPP. Je dis, et je le répète, que quiconque va le dire sur cette table, que le MPP n'a pas été un grand acteur de la lutte. Deuxièmement, je tiens à vous rappeler que si effectivement la révolution a été inachevée, ces fonctionnements, ce n'est pas parce que le MPP était réactionnaire, c'est des forces réactionnaires qui étaient effectivement, qui ont travaillé effectivement, qui n'ont pas voulu effectivement sur la dynamique quand nous avons engagé le mouvement et qui ont fait effectivement que la révolution n'a pas arrivé à la dynamique. Je ne vais pas les citer. Vous les connaissez. Moi je les connais. Je connais les forces réactionnaires. Il y a les forces réactionnaires qui ont travaillé pendant que, quand nous avons engagé le combat, la lutte. Il y en a qui ont dit ici, il y en a qui travaillent ici qu'il ne faut pas changer pour changer. Qu'il faut, il faut changer pour changer. Oui, moi je suis de ceux-là qui disent ça. Maintenant je dis, nous ne sommes pas là ici pour faire le bilan de la gestion du MPP. Je tiens à le dire. Parce que quand il est en train de dire, il faut parler. Vous voulez parler du Parti communiste? Non, je ne parle pas de ça. Je ne vais pas le dire. J'ai dit, il y a des forces réactionnaires qui ont fait qu'effectivement, quand il dit, le MPP a été au contraire apporté un souffle révolutionnaire qui ont permis effectivement à ce qu'on ait une alternance dans ce pays. Et je tiens et je l'affirme. Contrairement à ceux qui veulent le statu quo, depuis longtemps, pour s'exprimer sous le couvert d'autres casquettes pour manger avec Blaise. Aujourd'hui, si les MP n'étaient pas là, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes acteurs étaient toujours là avec Blaise Compaoré. Et je le dis. Deuxièmement, très rapidement, il faut qu'on le dise. Je dis, on n'est pas là ici pour faire le bilan de la gestion. Si, faisons le bilan. Nous parlons de justice. Vous êtes au pouvoir. Voilà, nous sommes au pouvoir. Pour vous, vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un changement. Moi, je dis, il y a un changement qualitatif. Lequel? Et je le dis, il y a un changement qualitatif. La liberté des paroles, ça c'est déjà un point. Aujourd'hui, vous avez la liberté d'expression. Ça, c'est un acquis. On l'a toujours eu sous Blaise. On s'est battu sous Blaise. Vous pensez que c'est depuis l'insurrection qu'on a la liberté de parole? L'élargissement des espaces d'expression, c'est aujourd'hui, elle est aujourd'hui. Depuis la lutte du collectif, depuis la mort de Norbert Zongo. On a élargi les espaces d'expression. Maître, on a élargi les espaces d'expression. Les zones rouges, c'était vous, hein? Ok. Si, aujourd'hui, vous parlez d'élargir des espaces de liberté. L'élargir des espaces d'expression a été élargi. De manière dynamique. Aujourd'hui, la presse est totalement indépendante. La presse aujourd'hui est libre. Elle était aujourd'hui avant. sur les plateaux. Aujourd'hui, regardez. Moi, j'ai toujours été sur les plateaux. Vous êtes sur les plateaux. Même aujourd'hui, les débats qui avaient été disponibles à la TNV sont revenus. Il y a beaucoup d'espaces de liberté qui ont été élargis. Par Simon? L'homme des zones rouges. Nous ne sommes pas là pour l'homme des zones rouges. C'est lui qui a élargi les espaces de liberté. Nous parlons de la justice. Nous disons que, moi je vous dis, maître, vous êtes avocat. Si votre défense, si on vous a servi des dossiers, si vous avez des preuves que objectivement le MPP impétit effectivement sur la valeur de la justice, dites-le nous. Sur la question par exemple de la haute cour de justice, on a vu les choses ont commencé, mais très rapidement il y a eu ce blocage. Oui.
il y a eu des blocages parce qu'au regard de l'instruction des textes. Et donc, le MPP, effectivement, a pris les mesures, effectivement, pour qu'on puisse pallier à l'insuffisance des textes, pour que les membres du gouvernement soient jugés. Les lois ont été votées et c'est les mêmes qui vont dire qu'on allait rapidement voter des lois pour effectivement, parce qu'on veut châtier des gens. Non. Parce que quand on fait des actions, on prend des actions et qui vont dans le sens, effectivement, pour effectivement accélérer les dossiers judiciaires, on trouve que le BNPP est en train de vouloir faire des règlements de compte. Nous disons que, j'ai dit, le rôle du politique, c'est permettre effectivement, s'il y a des gros détranglements, quelque part, c'est faire en sorte que la justice puisse effectivement faire son travail de manière sereine. Il ne leur appartient pas de rentrer pour dire au juge de faire quoi que ce soit. Nous, notre rôle, si vous avez des difficultés, saisissez du gouvernement, nous allons voir quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour donner effectivement les garanties pour qu'effectivement les gens soient jugés. D'accord. On rappelle aux téléspectateurs, il ne nous reste pas assez de minutes, mais pour ceux qui veulent intervenir, ils peuvent nous appeler sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, Maître Benao, effectivement, on regarde les choses, effectivement, on se rend compte que le dossier du push avance mieux que le dossier de l'insurrection, et on se demande finalement pourquoi les choses se présentent ainsi. Est-ce que des gens ont intérêt sur le pouvoir du MPP à faire en sorte que ce dossier n'avance pas comparativement au dossier du push, par exemple? Alors, je voudrais dire que ça, c'est un constat. Hormis le fait que vous vous intéressez de temps en temps, effectivement, donc, à ce dossier, à travers ce genre donc, de rencontres en tant que tel, que vous organisez pour qu'on puisse rappeler ce dossier, vous allez remarquer que la plupart du temps, lorsque les gens sortent au niveau de l'opinion publique, ce qu'on appelle les activistes, pour parler donc des dossiers de justice qui traînent et autres, ce qui les intéresse, c'est le dossier du push. Vous avez vu même tout dernièrement avec la liberté provisoire de Djibril Bassolé, vous avez vu que même le parti au pouvoir n'a pas craint de prendre effectivement donc un communiqué pour dire qu'il a été trahi. Je reprends les termes justement donc par la justice militaire. En tant que tel. Alors donc quelque part le dossier donc de l'insurrection est comme pour ne pas dire le parent pauvre, mais en tout cas l'oublié justement donc des dossiers qui sont traités au niveau donc de la justice, en tout cas de la trame des dossiers qui sont nés depuis l'insurrection populaire. Ça, c'est un constat. Voilà, ça, c'est clair. C'est un constat. Par exemple, aujourd'hui, si vous croisez n'importe quel Burkinabé est capable de vous dire dans le dossier donc du coup d'État, il y a un tel qui sont effectivement donc inculpés dans le dossier. Mais au jour d'aujourd'hui, ils peuvent même pas vous dire qui sont ceux-là qui ont éventuellement été donc mis sous mandat de dépôt ou d'arrêt, par exemple, dans le dossier donc de l'insurrection populaire. Ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Quand ça les intéresse, c'est effectivement donc à l'approche, comme il a dit tout à l'heure mon ami d'en face, pour faire de grands discours, dit vraiment on a le cœur, les intestins qui balancent, on est avec eux et tout. Après ça, on attend l'année prochaine, pourquoi pas les élections prochaines. Et ça, franchement, je voudrais dire que ce n'est pas bien. J'insiste pour dire que l'indépendance de la justice ne signifie pas que le politique doit s'asseoir justement donc et laisser la justice se mourir dans les dossiers qu'elle gère, malgré les problèmes de texte qui peuvent exister. Et quand on le dit, ils disent non, écoutez, c'est à vous au niveau de la justice, si vous avez des problèmes avec les textes, de revenir vers nous pour nous dire, écoutez, il y a des problèmes dans tel ou tel texte pour qu'on puisse voir. Mais écoutez, vous gérez le pouvoir, pourquoi? D'accord. Voilà. On prend quelqu'un au téléphone, on revient. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. C'est monsieur? Oui, Drago Serge. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Dassasgo. De Dassasgo? Oui. On vous écoute? Ben, je veux juste que le monsieur du MPP réponde à une question sur la question qui doit être posée au général Isaac Zida. Est-ce, comme la question lui a été posée, par aveu d'impuissance de la part du gouvernement en place, ou est-ce par peur de certaines révélations qui pourraient être préjudiciables au gouvernement? Parce que jusque-là, il n'a pas répondu clairement à cette question. D'accord, merci. D'accord. Bon, c'est une question. Répondez en même temps sur cette question. On dit que c'est pas peur. Est-ce que c'est pas peur que le pouvoir ne veut pas faire venir Zida pour répondre à la justice sur cette question de l'insurrection, ou alors c'est de l'impuissance? Je peux vous dire, c'est le MPP qui est au pouvoir. C'est nous qui sommes au pouvoir. Aucun citoyen n'est au-dessus des juridictions. Je vous dis, aucun citoyen. Vous avez peur, par exemple, pourquoi on a peur de quoi? Quelle révélation? Si il a les juges sont partis pour l'entendre. Ils vont aller l'entendre. Si les migrants sont prêts, il peut faire ses révélations s'il le veut. Nous disons, personne n'est au-dessus de nos juridictions. Tout citoyen burkinabé, si tu as posé un acte, tu vas répondre. Et au niveau des MPP, nous sommes sereins pour ça. Nous disons que tout citoyen, et je le dis à les téléspectateurs, qu'ils soient rassurés. Au niveau du MPP,
le président nous a donné des instructions là-dessus. Même certains de nos camarades qui ont fauté, il y en a qui sont en prison. Moi, j'ai des camarades qui sont allés en prison tout dernièrement. Je peux vous dire que personne n'est au-dessus des institutions de notre pays. Et si JIDA, effectivement, a fauté et que nous avons les preuves et que nous avons les moyens, effectivement, qui répondent, et il va répondre. D'accord. Oui. Non, mais je vais peut-être dire un mot. Et un peu recadrer quand même l'intervention de M. Domboué, qui nous a fait savoir que aucune personne n'est au-dessus de nos juridictions. Pourtant, la justice militaire a interpellé le général Zagré qui a refusé de répondre. Et on a fait sa promotion en le nommant ambassadeur au Ghana. Donc, je me dis qu'il y a des gens au Burkina Faso qui sont au-dessus de ces juridictions-là. Et pour revenir un peu à ses propos, il m'a fait savoir que je n'avais aucune connaissance du MPP. Ça, c'est vrai. Je ne suis pas membre du MPP. Mais pour revenir à ce qu'il a eu à dire, soit que il y avait une méconnaissance absolue du MPP. Et, je ne sais pas, je suis en train de perdre le fil de mes idées parce que ça avait frappé mon esprit. Il disait que je ne maîtrisais pas les différentes structures. On a un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Bonsoir. C'est monsieur Madame Ouedraogo. Vous nous appelez d'où, madame? Des Zorona. Des Zorona, on vous écoute. Je suis à Zorona, secteur 13. D'accord, on vous écoute, madame. Je voulais participer à l'émission par rapport au gars du MPP. Oui. Parce que si je me demande s'il pense au gars qui est à côté de lui et qui a perdu un des leurs, et jusqu'à même aujourd'hui, on voit des parents, des gens qui sont blessés et toujours qui marchent sans être soignés. Et il y a des vœux toujours qu'on ne les a même pas logés, on ne les a même pas donné même quelque chose, on ne s'occupe pas. Pendant qu'on voit qu'on évacue des gens pour des mots de pied et des mots de genoux. Et encore, s'il lui plaît, quand il dit au maître Farama que maintenant la liberté d'expression, je regrette. Maître Farama a toujours eu sa liberté d'expression, même au temps de Blaise Compaoré. Et pour ça, même moi-même, je cautionnais Maître Farama pour ça. C'est l'un des avocats quand même qui n'avait pas peur de ses expressions. Et quand il dit que c'est MPP qui est venu, il a mis le balai citoyen où? Il a mis l'esprit où? Avec le lion où? Ils sont venus à la dernière heure s'aligner avec les choses, le MPP. Sinon, ils ne sont pas du MPP. C'est Salif Diallo, Simon et Roch qui sont sortis se présenter. On a vu qu'ils sont du MPP. Donc, moi, je trouve que non. S'il y a une discussion, je crois qu'il n'y a qu'à dire qu'ils sont tort devant le peuple et reculer pour mieux sauter que de chercher à discuter avec des gens quand même qui connaissent. Voilà un exemple. On a interpellé Zagré. On dit qu'il est chef d'état-major, qu'il ne peut pas répondre. Et il y a le colonel Moulet, d'autres personnes. Et pendant ce temps, on savait qu'on devait les interpeller pour l'affaire du coup d'État. Et en même temps, vous les nommez comme des ambassadeurs. Mais c'est pour les mettre quoi? Donc ça veut dire qu'ils ne pourront jamais répondre. Et puis l'autre est dans un pays anglophone. Si on l'appelle, il ne revient pas aussi. Donc on va dire encore la justice va se déplacer et on va leurrer les maîtres Farama encore. Et encore ça, c'est dépenser des sous. Après nous dire non, il fallait. C'est le même registre qui continue, la même réaction. Et c'est toujours pour bouffer. Et ils vont bouffer. C'est dommage. Il faut un coup d'État pour mettre terme à tout ça. Merci madame. Merci madame. Merci pour votre intervention. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit mon ami Domboué. Au moins, oui, on est d'accord. Il dit qu'il y a des gens qui disaient qu'il ne faut pas changer pour changer. Moi, j'assume. Je suis de ceux-là qui ont toujours clamé que, effectivement, quand on va à une révolution, lui qui est si bien outillé en matière idéologique, c'est qu'une révolution, c'est pas on change pas juste pour changer. À l'époque, des gens ont dit oui, mais écoutez, même s'il faut remplacer par un mouton, c'est pas grave. La réalité, elle est là aujourd'hui, et c'est qu'il faut faire le constat que les gens regrettent qu'on ait changé pour venir à une situation qui est comme celle-là, qui n'est pas meilleure. Alors, oui, Maître Benao, je vais, pour la question, revenons à ce dossier. On dit, c'est un principe, je crois, en droit, on dit que c'est le dossier qui conduit le juge et non le contraire. Bon, c'est pas un principe, hein. Je pense que c'est un peu
j'allais dire la réalité, c'est pour dire que le juge ne préjuge pas. Hein, c'est-à-dire qu'il ne prend pas un dossier et il fonce pour dire, bon, je prends Hippolyte Domboué, c'est lui qui a fait telle chose. Non, et il faut qu'il aille en fonction donc des éléments de son dossier. Ce sont ces éléments qui vont l'emmener vers X ou vers Y, mais il ne peut pas prendre son dossier et puis filer pour dire, bon, allons attraper un tel, c'est lui, et puis bon, voilà. Donc c'est juste ça. C'est pas pour dire que c'est pas un principe. Et d'ailleurs, c'est tant mieux que ce soit effectivement le dossier qui conduit le juge et non pas... c'est peut-être ce qui fait effectivement qu'on en soit là, donc... Voilà, en tant que tel. Voilà. Sur cette question, on l'aurait dit. Et ça, je condamne le silence souvent des magistrats. C'est-à-dire que les politiques, excusez-moi l'expression, je m'en excuse, sèment le bordel. On leur refile la patate chaude. Et puis l'opinion les regarde. Évidemment, on leur refile un dossier qui, au moment où il vient à eux, est ingérable. Et comme vous dites, ils sont obligés de tenir compte des éléments du dossier. Et ils ne peuvent rien traiter. Et ce que le peuple voit, c'est eux. On dit, oui, mais c'est les juges qui font rien. Alors que comme le cas qu'on a aujourd'hui, quand vous dites à un juge, allez chercher Zida qui se trouve au Canada, le général Zagreb qui se trouve être ambassadeur, et d'autres personnes qui ont été nommées, alors qu'on aurait dû faire en sorte qu'ils soient à la disposition de la justice. Aujourd'hui, le peuple regarde et s'est dit, c'est la justice qui n'avance pas. Alors que c'est le politique qui a fait tout, pour mettre à l'écart, pour protéger certaines personnes de peur des révélations. On dit oui, même il peut faire des révélations même étant au Canada. Évidemment, il ne ferait pas des révélations de la même façon que s'il était un sous-mandat. Ça, on le sait tous. D'accord. Quelqu'un en ligne, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur Hamadou. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Zorona. De Zorona, on vous écoute. Ok, je voudrais juste dire au gars du MPP là. Oui. Quand il nous dit que la justice est indépendante et que le président ne dit pas qu'il n'a pas mot dans ça, c'est que c'est faux. Quand on voit tout dernièrement en fait le dossier de Diao, le détournement de 251 millions du moins, quand il a dit qu'il était choqué, mais ça n'a même pas fait un mois. On a fait vite, on a évacué l'affaire là. Mais s'il est choqué, on peut faire à moins de 2 mois un jugement des dossiers. Mais qu'il soit choqué, pour que les autres dossiers aussi puissent passer. Il ne faut pas venir s'asseoir pour dire que non, qu'il ne s'implique pas, c'est faux. Ils sont là et c'est lui qui décide. Pour vous, la justice n'est pas indépendante? Mais même pas. D'accord, merci. C'est des mots seulement. Merci, monsieur. Merci. Oui. Monsieur Domboué. Bon, avant que M. Domboué n'intervienne, j'aimerais revenir sur un point là. Effectivement, il a fait savoir que ils étaient de la société civile, mais ils intervenaient au niveau avec les autorités en place. Quand ils étaient au CDP, ils étaient dans la société civile, mais ils travaillaient en connivence avec le MPP. C'est pour montrer d'abord l'esprit d'une telle société civile. Donc ce monsieur est en train de trahir ses camarades et autres mouvements de la société civile qui travaillent avec ces autorités-là. Moi, j'aimerais tout simplement dire à M. Domboué d'être un militant responsable, d'être un citoyen dans le sens du civisme, de ne pas faire des louanges là où il ne le faut pas. Parce que je me dis que si vous êtes vraiment des militants, si vous aimez vraiment cette patrie-là, si vous avez en mémoire que des gens sont tombés sous les balles assassines pour la liberté de leur patrie-là, moi je pense qu'il faut avoir le courage de demander au président de la République là d'adopter l'attitude de François Hollande en ne se présentant pas en 2020. Oui, monsieur, je ne vous connais pas. Je peux vous dire que au niveau du MPP, je l'ai dit, ce n'est pas que j'ai dit, vous ne connaissez pas l'articulation, comment le MPP a été construit. Le MPP a été construit en plusieurs étapes. J'ai dit, il y a une partie des phares des démissionnaires. Et il y a une partie où d'autres forces composantes qui étaient effectivement dans la lutte au sein de notre peuple, qui ont rejoint le MPP au congrès de mars 2014. Donc, ça va être plusieurs d'autres acteurs, aussi bien de la société civile, des partis politiques qui ont rallié effectivement pour en faire une coalition large, pour effectivement mettre nos forces ensemble, pour effectivement on puisse arriver à la dynamique que nous connaissons aujourd'hui. Je peux te dire, s'il y a des gens qui sont préoccupés effectivement pour qu'il y ait la vérité et la justice dans ce pays, c'est bien le MPP. Je peux vous dire que vous pensez qu'aujourd'hui, pour nous mettre dérouler notre programme, qu'est-ce qui nous entrave? C'est les juridictions. Tant que les affaires judiciaires ne sont pas réglées, on ne peut pas aller véritablement vers le développement. Et ceux qui sont aujourd'hui préoccupés pour les questions de justice, c'est bien nous. Nous sommes pressés qu'on évacue effectivement ces dossiers de coup d'État, ces questions de crimes économiques et de sang, ces questions de Norbert Zongo. Quand nous sommes revenus, les dossiers de Norbert Zongo, aujourd'hui, ça bouge. Vrai ou faux? Le dossier Thomas Sankara, ça bouge, oui ou non?
nous avons dit, nous allons mettre les mécanismes. Et s'il y a nous, notre rôle en tant que politique, c'est mettre les mécanismes en place. Je dis pour te dire, moi aussi j'ai des camarades qui ont été victimes, j'ai des camarades qui sont tombés. Nous étions au front. Pas que vous ne connaissez pas, Maître, lui, il me connaît bien. Vous me connaissez bien, lui, celui qui parle du balai citoyen là. Est-ce qu'il me connaît? Il faut bien te renseigner. Vous étiez au balai citoyen? J'ai lancé le balai citoyen à la place de la Nation. Le 25 décembre août 2013. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas à côté. Vous ne connaissez pas du cas de quoi on lutte. Comment la lutte a été pensée et organisée. Vous pensez que l'insurrection a été un vide? L'insurrection, c'était une lutte scientifiquement organisée. Donc je ne vais pas aller dans les détails, c'est parce que ce n'est pas l'objet du débat. Donc c'est pour te dire que les questions de martyrs, ce n'est pas pour vous. Moi, j'ai des camarades qui sont blessés. Donc c'est pour vous dire que nous, aujourd'hui, notre préoccupation, le dossier, lui, il a bien dit au début. L'instruction a été mal faite. Sous la transition, nous avons dit que nous n'avons pas tous les leviers de pouvoir. Donc, il y a des dossiers aujourd'hui, qui, comme je l'ai dit, ils se retrouvent aujourd'hui, même, il y a des gens qui n'ont pas de séquelles de décès. Donc, il y a tout un ensemble aujourd'hui qui ne permet pas aujourd'hui l'avancée des dossiers. Et j'ai dit, nous sommes pressés qu'on puisse viter tous ces dossiers-là rapidement. Pour qu'on n'en parle plus. Pour qu'on puisse effectivement mettre en œuvre notre PNDS. Donc, rassurez-vous. Nous, notre préoccupation, c'est les questions judiciaires aujourd'hui qui sont en train, et il y en a qui en font un fonds de commerce, les juges de justice, ils ont fait un fonds de commerce pour avancer, pour effectivement croire que c'est eux qui sont en train de lutter. La lutte a plusieurs niveaux. Qu'on est en fin d'émission, donc on va aller pour conclure en même temps. Rassurez-vous, les martyrs, rassurez-vous, si vous avez des problèmes, vous pouvez saisir les juridictions et les mécanismes appropriés qu'ils sont. Et j'ai dit que nous sommes conscients des difficultés que vous avez, ce que vous vivez, nos compatriotes. Ce n'est pas que effectivement nous nous détachons des difficultés, nous sommes acteurs de l'insurrection. Et beaucoup de nos camarades ont tombé. Une question avant de vous laisser conclure. Vous avez dit, vous avez créé le balai citoyen? Je fais partie des membres fondateurs du balai. Du balai citoyen. Voilà. Et pendant ce temps, vous avez déjà des rapprochements avec le MPP? Non, j'ai dit, quand je ne suis pas là pour parler du balai citoyen. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. J'ai dit, ça c'est ma vie privée. Ça c'est ma vie privée. Si quand vous voulez mêler de ça, on va en parler. Ok? Ça c'est ma vision politique. Ok, donc on conclut avec vous. Déjà, donc aujourd'hui, faut-il encore espérer par rapport à la justice burkinabé sur le dossier de l'insurrection? Faut-il espérer? Faut-il y croire? Et oui, moi je dis, aujourd'hui, nous avons effectivement un président civil. Nous avons aujourd'hui les mécanismes d'une démocratie saine qui sont mis en œuvre. Et je dis, les Burkinabés, ayez confiance. Nous sommes conscients du passif lourd de 25 ans de gestion du pouvoir corporel. Nous sommes conscients effectivement de 25 ans, que ce soit au plan économique, social et politique, il y a un passif lourd. Et ce passif, vous n'allez pas le déboutonner par une magie, aujourd'hui, en respectant aujourd'hui certains mécanismes. Il faut faire confiance au MPP. Et il faut faire confiance à notre parti. Et nous sommes sereins et nous sommes confiants qu'effectivement, la justice sera rendue. D'accord, merci. Monsieur Lompo, pour conclure. Pour conclure, je vais tout simplement dire que le secret espoir que nous avons caressé à la veille de l'insurrection commence à s'amenuiser. Parce que la déception commence à gagner nos rangs. Mais nous espérons qu'un jour, comme l'a dit Michel Kafando dans son discours, que 30 ans après, le dossier Haïlé Sélassié, on a découvert le criminel. Et donc nous gardons toujours espoir. Vous avez toujours espoir. Maître Benao? Alors, pour conclure, deux choses. La première, c'est que je m'en voudrais de me lever de ce plateau sans relever cela. Dombo Hippolyte a dit entre-temps que l'un des acquis, effectivement, donc, que les Burkinabés ont aujourd'hui, c'est la liberté donc de parole. Je voudrais relever que, franchement, s'il était sur le terrain, je crois qu'il était effectivement sur le terrain, parce que même s'il ne me connaît pas, je l'ai connu donc dans d'autres cadres de lutte en tant que tel depuis le collectif et autres. Il ne peut pas dire que la liberté d'expression des Burkinabés est un acquis justement donc du pouvoir actuel ou de tout autre pouvoir. Non, ça c'est faux. Parce que je me rappelle très bien que courant 2013-2014, quand on parlait effectivement donc de cette liberté, vous avez des gens qui nous disaient oui, en fait c'est Blaise qui vous a accordé cette liberté, c'est pour ça que vous parlez comme ça. Non, la liberté d'expression a été arrachée de haute lutte par le peuple burkinabé et vous le savez, ce n'est l'acquis de personne. La deuxième chose, j'ai un peu peur quand il dit, et j'espère qu'il s'amuse, quand il dit que eux-mêmes, ils sont, ce qu'ils veulent, ils sont pressés d'évacuer justement donc les dossiers du push, d'évacuer les dossiers de l'insurrection. On ne peut pas évacuer un dossier de justice. On ne peut pas évacuer un dossier de justice parce que l'évacuation s'entend de ce que effectivement on veut aller au jugement vaille que vaille avec ce que l'on a, même en passant par-dessus la vérité des faits.
même en passant par-dessus la volonté de soustraire certaines personnes des dossiers, comme le dossier donc de, comment il s'appelle, Clément Oumarou Ouedraogo, où on allait prendre un gars sur le tas à Bobo, venir juger alors qu'il n'avait rien à voir manifestement avec le dossier, parce qu'on voulait évacuer justement. Nous ne voulons pas évacuer, nous voulons une justice saine et claire. Allez vite et bien. Voilà. Il faut conclure, Maître Farama. Moi, une inquiétude et un espoir. Une inquiétude parce que quand j'entends le représentant du MPP dire « Nous allons d'abord évacuer les dossiers judiciaires et puis nous allons mettre en œuvre notre programme national de développement ». Quand je vois le rythme auquel vont les dossiers judiciaires, là je crains que nous mourions de faim, nous mourions de manque de médicaments dans les hôpitaux. Mais un espoir quand j'entends par exemple le représentant des victimes sur ce plateau. L'espoir vient du fait qu'aujourd'hui on a clairement la preuve que le peuple a pris conscience qu'il a fait un chemin, un pas géant. Et qu'il comprend aujourd'hui les enjeux politiques et idéologiques au Burkina. Et que la nécessité, c'est un vrai changement. Et que ce vrai changement-là, il faut que les gens s'organisent. Moi, je pense que dans le cadre du MBDHP, nous avons appelé pour la commémoration de cette 3e anniversaire-là à une marche meeting le 4 novembre pour qu'on essaie de rassembler toutes les forces disponibles qui croient que la lutte ne fait que commencer et elle continue. Et elle continue à aboutir à un changement réel pour que réellement plus rien ne soit comme avant. Plus rien ne soit comme avant, effectivement. Le 4 novembre, il y a cet appel à la mobilisation, effectivement, pour dénoncer la gouvernance et tout ce qui s'ensuit, y compris ces dossiers judiciaires. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce plateau spécial. Je rappelle que nous étions avec Maître Batibié Benao, avocat. Il est le président de la commission d'enquête sur donc, le dossier de l'insurrection. Il y avait également sur ce plateau Monsieur Jean-Christophe Lompo, qui représentait donc la coordination des associations de victimes. Et puis avec nous également, il y avait Maître Prosper Farama, avocat, représentant ici du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et du peuple. Et puis pour terminer, M. Hippolyte Domboué, membre du bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Merci à tous d'être venus sur ce plateau spécial. C'est la fin. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.